On travaille sur de l'agronomie systémique, donc on travaille nos objets de recherche, c'est beaucoup des pratiques agricoles. C'est ça qu'on essaye de travailler avec les collègues des pays avec lesquels on travaille en partenariat. Et notre hypothèse, c'est que d'augmenter la biodiversité dans ces systèmes de culture, ça permet d'en améliorer la durabilité. Donc on travaille là-dessus, c'est une hypothèse, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, et on essaye d'avoir une démarche scientifique sur ces choses-là. Alors, ce sont ces présentations, donc on va revenir un petit peu sur ce débat. Cécile et moi, on va se passer la parole assez largement, et puis on a, pour cette présentation, on a aussi demandé des contributions à 3 autres personnes qui travaillent également sur ce sujet. Alain Rival, qui est en Indonésie, Jean-Marc Roda, qui travaille en Indonésie également, et Marcel Jama, qui a beaucoup travaillé en Malaisie. Voilà, donc on peut passer à la seconde diapo. Donc je vais... Alors, un petit peu l'objet de notre présentation. Donc on a emprunté cette petite plaisanterie à Alain Rival, dans lequel, en gros, vous voyez, je pense que cette diapo, ça convient bien à ce cercle de réflexion, puisque, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a nous, chercheurs, on a cette idée que les questions sur lesquelles on travaille, elles sont toujours un peu complexes, que des gens nous posent des questions et on a toujours tendance à répondre « Ah ouais, mais le problème, c'est que c'est pas si simple, on peut pas répondre oui ou non, donc on emmerde un peu les gens en disant « c'est complexe ». Mais c'est quand même la réalité des choses, et on pense que le débat sur le palmier à huile, c'est un débat qui est complexe et qui est vu d'une manière qui nous attriste, de manière extrêmement simpliste en France et en Europe, en disant oui ou non, et globalement c'est mal. Donc sur tous les papiers, il y a c'est bien parce que c'est fait sans huile de palme. Et chaque fois qu'on voit ça, ça nous heurte un peu, parce qu'on se dit tiens, c'est quand même un peu plus complexe que ça le débat, et on va essayer de vous convaincre de ça pendant cette présentation. Voilà. Voilà pour cette introduction. Et alors là, on va passer... Je vais laisser la parole à Cécile. Ah oui, bien sûr. Alors, on a largement... on a passé toute la semaine à préparer cette présentation, donc, mais on va avoir quand même quelques petites interactions, on va se couper la parole éventuellement. Et la première chose qu'on voulait faire un petit peu pour savoir, moi je me suis présenté, moi je ne sais pas à qui je parle, et ça nous intéresserait de savoir qu'est-ce que vous connaissez sur le palmier à huile, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous parle de palmier à huile. Alors, sous forme de mots-clés. Comme ça, des mots-clés. Est-ce que quand vous voyez un paquet, vous voyez 2 pâtes à faire des tartes, une avec huile de palme, l'autre sans huile de palme, est-ce que vous prenez systématiquement celle où il n'y a pas d'huile de palme? Parce que c'est quand même mieux. Oui, non. Donc, voilà, donc oui, non, il y a un petit peu de... Je hais le Nutella. Vous haïssez le Nutella. Pour une question de goût, pour une question d'huile de palme. De goût. Alors l'huile de palme, oui, effectivement, il y a ça. De goût et d'huile de palme. Sucré aussi. Et du sucre. Donc pas de graisse, vous préférez manger avec moins de graisse et surtout pas d'huile de palme, et puis moins de sucre, ce qui me semble... et alors j'ai entendu un petit peu oui, non, enfin il n'y a pas de... Il n'y a qu'un non, c'est moi. Il n'y a qu'un non. Parce que l'huile de palme, d'une part, est l'huile végétale la plus utilisée. L'huile de palme est la plus utilisée. Je répète juste pour l'enregistrement. Deuxième point, je vérifie toujours dans les médias des associations multiples qui sont extrêmement radicales dans leur appréciation. Et donc le problème, et vous allez nous l'expliquer, on s'aperçoit que l'huile de palme, sous réserve effectivement des cultures qui peuvent progresser, c'est effectivement pas plus dangereux que le carburant, etc. C'est super, donc on va avoir au moins quelqu'un qui va nous défendre dans cette assemblée. Très bien. Sachant que ces pays tropicaux doivent vivre, parce que vous avez parlé de la... Ah, ben on va parler de tout ça, On va essayer de vous apporter des arguments, vous allez voir, c'est jamais très simple, mais voilà. Déforestation pour moi. Déforestation, eh ben on va parler de la déforestation. Monoculture. Et monoculture, eh ben on va parler de la monoculture. Vous allez voir, on va parler que de ça. Et moi je ne prends pas d'huile de palme parce que je préfère manger local.
je prends de l'huile d'olive ou je prends de l'huile de tournesol. D'accord. Et pas de l'huile importée. Donc, pas d'huile importée, on préfère de l'huile locale. Et Florent, tu voulais intervenir aussi? Et moi, je le prends avec l'huile de palme et avec OGM. Avec l'huile de palme et avec OGM. Alors là, c'est carrément n'importe quoi. Alors là, c'est carrément n'importe quoi. Bon, voilà. Donc, on a une possibilité. Bon. Alors, Je fais mon huile d'olive, alors je ne vais pas acheter d'huile de palme. Ah, bah évidemment, si en plus vous la faites avec de l'olive. Avec question de c'est moins cher. Juste, Le prix aussi, c'est moins cher. c'est moins cher. Que l'huile d'olive à monsieur. Et voilà. C'est moins cher que l'huile d'olive à toi. Ah, certainement. Bon, Ah non, mais il revient un petit peu sur le débat, donc l'huile de palme. Alors Jean-Luc avait proposé, je sais pas quoi, l'arbre des miracles. Ça nous a fait un petit peu sursauter parce que évidemment le palmier c'est pas un arbre, c'est une herbe géante. Voilà, c'est une monocotylédone de la famille des arachacacées, comme le cocotier sur lequel on travaille aussi un petit peu, le palmier dattier sur lequel on travaille à peine dans l'unité, le rotail sur lequel on ne travaille pas du tout. Donc voilà, il y a deux espèces, une qui est la plus utilisée, Elaïs laniensis, et l'autre Elaïs oleifera sur laquelle on travaille un petit peu plus en Amérique latine, mais un petit peu moins productive, donc on fait des hybrides machin. Et puis le truc important, donc un régime de palmier à huile, ça ressemble à ça, la noix, ça ressemble à ça, et donc en fait il y a de la pulpe et puis une amande au milieu, c'est comme une petite noix de coco, ça c'est la coque de la noix de coco, et donc on fait une huile avec ça qui est l'huile de palme avec la pulpe, et une huile avec l'amande qui est l'huile de palmiste. D'accord? Et c'est deux marchés, mais on fait les deux choses très systématiquement, enfin c'est toujours le cas. Et là maintenant on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, vous allez voir quelques images vidéo que va vous présenter Cécile. Merci. Donc juste pour un petit élément de réponse, le fait effectivement qu'il y ait deux huiles différentes et également plein de coproduits issus de toute la matière végétale, ça contribue au fait que ça soit une filière très rentable. Alors juste pour, voilà, peut-être pour vous faire connaître un peu le terrain, donc à quoi ça ressemble effectivement une plantation de palmiers. Et je vais parcourir un peu les différentes étapes. Là, ce sont des photos d'une pépinière en Indonésie. Et donc, vous voyez là ici des pépinières, donc des plants qui ont en bas, sur la gauche, quelques mois à peine, 2-3 mois. Et puis vers la droite, c'est un palmier qui a un peu plus d'1 an et qui est donc prêt à être planté. Là, ce sont des photos de plantation où vous voyez à gauche, en haut, sur la photo du haut, une plantation qui a quelques années, à peu près, on va dire 7-8 ans. Et à droite, une plantation qui vient d'être juste plantée, avec ici, vous voyez, les palmiers qui sont sortis de la nurserie, qui ont entre 1 et 2 ans. Ce qui est intéressant aussi de voir, donc là on est en Indonésie, toujours sur l'île de Sumatra, qui est un des berceaux du développement de la filière palmier en Indonésie, c'est qu'en fait, dans des plantations qui sont bien gérées, la première année, on a une légumineuse, qui s'appelle ici du Pueraria, qui est semée en même temps que les palmiers sont plantés, et qui va permettre d'éviter qu'on ait du lessivage de nutriments, parce que ça va permettre de recouvrir très rapidement, en fait, donc là ça vient d'être planté, et quelques mois plus tard, déjà on a la couverture de légumineuses qui recouvre tout le sol. Ça permet également de dégrader plus rapidement les stipes des anciens palmiers qui ont été décomposés sur place. À la fin de cette série de photos, vous aurez une phase de replantation. Donc la légumineuse, d'un point de vue agronomique, c'est intéressant parce qu'elle se développe en récupérant l'azote des matières organiques qui sont en train de se dégrader. Et ensuite, une fois que le palmier, au bout de 4 ans, 4-5 ans, dans des zones complètement optimales, va avoir un petit peu fermé la canopée, la légumineuse va d'elle-même, faute de rayonnement, elle va disparaître. Il est possible, dans d'autres circonstances, dans des nouveaux systèmes aussi de design, de plantation, de faire en sorte que les palmiers soient un peu plus écartés pour permettre à la légumineuse de perdurer. Ça fait partie de variables de recherche. Alors on va tester, voir si la vidéo fonctionne.
Donc là, ce qui se passe, et c'est un des deuxièmes facteurs qui fait que l'huile de palme est peu chère comparée à d'autres huiles, c'est que la main-d'œuvre dans les pays tropicaux est très peu coûteuse comparée à d'autres pays, notamment en Europe. Même en Amérique latine, la main-d'œuvre est plus chère qu'en Asie. Malgré tout, et ça Bruno en reparlera, ça permet quand même pour les producteurs et les ouvriers dans les plantations d'avoir de bons produits. Alors on essaie pour voir. Donc voilà, donc là vous avez du désherbage manuel. On est dans une plantation industrielle d'un des principaux producteurs mondiaux, donc contrairement à ce qu'on a par exemple en Australie, avec potentiellement, je ne parle pas de palmiers, mais de canne à sucre, etc., des machines très coûteuses en énergie, etc. Dans les plantations industrielles de palmiers de par le monde, quasiment toutes les opérations culturales sont manuelles. Le désherbage en plantation immature, le désherbage en plantation mature, les apports d'engrais organiques sont faits aussi, dans certains cas, manuellement. La seule opération qui est vraiment mécanisée, c'est l'application d'engrais synthétiques. Et à l'extrême, ça n'existe plus trop maintenant, mais il y avait à une certaine époque des épandages d'herbicides par avion. Ça se fait plus. Hop, c'est pas ça qui est résolu. Là, c'est également de la... Une autre vidéo. Si, c'est après. Ah bon. Je l'ai déplacé parce que c'était la récolte. Là, ce sont aussi des pratiques qu'on appelle agroécologiques, parce qu'elles utilisent des mécanismes, on va dire, d'écologie, donc en lien avec l'habitat et les organismes. Donc, quand vous avez une nouvelle plantation comme celle que vous avez vue peu avant, le danger, c'est que certains insectes, comme celui que vous avez au milieu, qui s'appelle Rhicophorus, qui a donc une corne de rhinocéros, c'est une beetle, comment on dit en français ? Un scarabée. Un scarabée, merci. Qui va en fait défolier les nouveaux palmiers. Comme les palmes sont toutes fraîches, voilà, c'est très bon. Et en fait, ça attire beaucoup parce qu'il y a tous ces palmiers tout frais. Et après, ça va aussi attaquer les palmeraies plus vieilles qui sont à côté. Donc il y a des pièges avec des phéromones qui attirent ces scarabées qui sont après comptés pour envisager ou non de faire un traitement chimique et qui sont du coup normalement contrôlés de cette manière-là, sans traitement préventif. Et puis vous avez aussi des plantes de service qui permettent d'attirer des héminoptères qui vont être aussi des agresseurs d'autres défoliateurs, d'autres insectes. Là, c'est un perchoir qui est installé dans une plantation de palmiers matures, qui attire les chouettes qui vont manger les rats, parce que les rats dans certaines zones, notamment en Asie, sont les premiers ravageurs. Ils montent en haut du palmier, ils vont manger les fruits, et ça peut dans certains cas avoir des répercussions assez importantes en termes de productivité. Là, c'est des apports d'engrais organiques. Donc vous voyez, là je vous parlais tout à l'heure, des fois on a de l'apport à la brouette, c'est dans le cas des bas-fonds, donc où les tracteurs ne peuvent pas circuler. Là, ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais en fait, tout à l'heure, Bruno vous a montré une belle image d'un régime de fruits de palmier. En fait, quand les fruits sont traités au niveau de l'huilerie, on récupère ce qu'on appelle les rafles vides. Donc c'est vraiment comme une grappe de raisin, mais c'est beaucoup plus dense. Il y a un gros volume, c'est à peu près 30%. Tout ce qui est produit, qui est exporté hors de la plantation, on récupère 30% que sous forme de ces rafles-là. Et donc les bonnes pratiques, c'est de les rapporter au champ, de les rapporter dans les plantations où le sol a des problèmes de fertilité, puisque, bon, on ne va pas être trop détaillé, mais la matière organique permet d'entretenir la fertilité, la santé des sols. On peut aussi, dans certaines conditions, composter ces rafles. Donc là, c'est le compost qui est appliqué. Voilà, d'un point de vue agronomique, le compost ça a beaucoup d'atouts parce que c'est de la matière organique qui est déjà stabilisée avec des nutriments qui vont être plus concentrés. Et donc en termes de coût, pour aller réapporter toutes ces matières organiques dans les plantations, c'est plus efficace. Et là, vous avez ici de l'apport d'effluents d'huilerie. Donc c'est des eaux qui sont chargées notamment en lipides et autres matières organiques, puisque ça sort de l'huilerie. Ça a été traité en bassin, en lagune de décomposition, et après, par gravité, ça peut être utilisé comme de l'eau à la fois d'irrigation, c'est un peu comme de la fertigation, donc c'est
de l'irrigation avec des apports de nutriments qui ont été récupérés. Donc tout ça, vous voyez, là c'est dans des plantations relativement matures. Donc là on a déjà des styles qui font plus de 10 mètres, donc des plantations qui ont au moins 15 ans. Et ensuite, donc là je vais vous montrer la récolte, et je vais vous parler de travaux manuels. Donc en fait, il n'existe pas encore de solution technique pour mécaniser la récolte des fruits de palmier. Et donc ça c'est un problème assez important, parce que vous voyez qu'en fait c'est récolté avec des perches qui sont très longues, et donc une fois que le palmier dépasse les 15-18 mètres, en fait il continue à produire, mais on est obligé de le couper et de le replanter parce que la récolte devient trop difficile. En plantation mature, ce qui se passe en fait, je vous parlais de désherbage manuel pendant la phase immature. Pendant la phase mature, le désherbage devient chimique, donc on va mettre du glyphosate notamment. C'est souvent les femmes qui l'appliquent pareil, manuellement, donc avec un sprayer, je suis désolée, j'ai des mots qui ne viennent pas du tout en français. Un pulvérisateur, merci. Et en fait, ce qu'on appelle, on nettoie le cercle autour du stipe, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de savoir si en hauteur, il y a des régimes qui sont mûrs. Donc là, on est obligé de maintenir ça bien propre, parce que quand le récolteur va passer dans les plantations, il va voir qu'il y a 10-12 petits fruits rouges au sol, il sait qu'en haut, il y a des régimes qu'il faut récolter. S'il n'a pas cette information, il ne peut pas savoir, et donc après, on a des pertes en rendement, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est un autre facteur de grande productivité du palmier, donc je vous ai parlé d'une culture pérenne qui va durer au moins 25 ans, entre 20 et 30 ans, selon les conditions. En Afrique, on a des plantations qui tiennent plus longtemps parce que les arbres poussent moins vite à cause d'un stress hydrique plus important. Mais pendant ces 20, alors à partir de la 4e année, donc de 4 ans à 25-28 ans, le palmier produit en continu. Mais tous les palmiers qui sont dans une plantation, ils sont à peu près en triangle de 9 mètres de côté, ils ne produisent pas en même temps. Donc en fait, un récolteur va passer tous les 15 jours dans une plantation, il marche, et c'est le deuxième endroit où en général on nettoie un petit peu, parce qu'il y a quand même des serpents, des cobras, etc. Donc on nettoie un rang sur deux pour que le récolteur puisse circuler et regarder si dans les cercles il y a des fruits et s'il faut récolter. Donc dans des plantations de Guinée-Ansis qui sont bien, voilà, en termes de densité, qui ont été bien traitées, qui ont été bien traitées au sens désherbage en phase immature, qui ont été bien nourries avec de la matière organique et des engrais synthétiques, on a à peu près un palmier tous les 9 palmiers qui produit à chaque fois qu'on visite la parcelle. Mais ça demande un travail qui est à la fois en termes de temps et en termes techniques par rapport aux perches, qui est assez conséquent. On n'imaginerait jamais ça dans une culture de tournesol à côté de Toulouse. Hein. Quelqu'un qui va passer pour voir si les grains sont mûrs, etc. Et qui récolte voilà, un neuvième tous les 15 jours. Donc c'est vraiment voilà, contrairement à l'idée qu'on peut avoir d'une plantation monoculture industrielle, il y a énormément de travail manuel et d'expertise technique derrière. Et aujourd'hui, un des défis pour les systèmes de demain, c'est la main-d'œuvre. Parce qu'il faut avoir des personnes qualifiées qui puissent faire ce travail. Donc là, vous avez une petite vidéo de la récolte. Regardez la longueur de la canne. Regardez le bras de levier qu'a l'homme. C'est quoi comme matériau? C'est de l'alu avec une serpe en acier en haut. Et donc pour chaque régime qui est récolté, il faut couper 2 palmes au moins. Souvent une palme qui permet d'accéder à la palme qui est à la base du régime. Ouais. Et en fait, c'est la raison pour laquelle c'est ce qui détermine la fin d'une plantation, c'est c'est trop haut et on n'arrive plus à récolter. Alors que le palmier continuerait à produire encore. Il y a des petites grues, non? Non. Alors non. Alors en Amérique latine, il y a eu beaucoup de recherches à une époque pour essayer avec des câbles, donc d'avoir des câbles entre les palmiers. Comme vous êtes dans les bananeraies. Mais c'est pas rentable, c'est pas efficace. Et avec des drones. Et pareil, il y a des recherches. Je pense des recherches pour déterminer la maturité. Avec oui. Mais c'est pas encore complètement complet. Et grimper à l'arbre? Ça, c'est ce que beaucoup en Afrique. Ouais. Oui, parce qu'en Tunisie, ils montent au-delà de cette hauteur. Ouais. Moi, j'ai essayé, c'est pas facile.
Parce qu'en plus, quand l'arbre est comme ça, là, qu'on imagine un cocotier, donc c'est relativement propre, ça se fait. Mais en fait, quand l'arbre est plus jeune, on a encore les rachis là qui restent. Et en fait, dedans, il y a des serpents qui s'installent, des rats, Des araignées. et voilà. Et du coup, quand il monte effectivement avec un système de cordes, etc. Donc c'est déjà physique et technique, mais en plus, c'est pas sans danger. Et en Côte d'Ivoire, où j'avais essayé justement, une des principales contraintes pour les petits producteurs, c'est la récolte. Donc en fait, on va en parler un petit peu, mais il est communément... il est établi que les petits producteurs, globalement, ont des rendements bien plus faibles. Et souvent, la limitante, c'est pas le palmier en tant que tel. Il y a une problématique d'espèces, etc., enfin de variétés. Mais c'est l'argent et le temps qu'il faut pour récolter et après pour acheminer les régimes jusqu'à l'huilerie. On ne parlera pas trop de l'huilerie, finalement. Mais c'est un système qui est très intégré, la filière palmier, parce que les régimes se dégradent très vite. Donc dans les 24 heures, pire 48 heures, il faut transformer la pulpe, là, le mésocarpe, en huile. Les Et régimes, donc, oui, pardon, les régimes, ils mettent sur les hautes, j'ai pas bien vu sur l'image. non, j'avais une photo, je ne sais pas si je l'ai mise, je ne crois pas que je l'ai mise. Voilà, en général, les fruits sont acheminés en bout de parcelle. Et là, il y a des camions avec des remorques qui passent et c'est chargé à la main, encore une fois. Donc j'avais une photo, ils étaient 5-6 autour, pieds nus, en train de charger. Et les régimes, pour vous donner une idée, dans ces contextes-là où c'est quand même optimisé, c'est plus de 30 kilos. Donc à la main, on pique un régime, on le balance dans la remorque. Ça aussi, c'est physiquement très demandant. Quand on monte sur les palmiers aussi, c'est très coupant. Comment C'est ça? très coupant. Oui, les rachis. Les rachis, etc. Alors ce palmier-là, pour la peine, contrairement au rotin ou d'autres, il n'a pas d'épines en plus. Mais c'est quand même un peu coupant. Donc voilà, juste des photos, là c'est de la replantation. Je ne vous ai pas mis la vidéo, mais pour faire tomber un stipe, et c'est là qu'on voit que c'est pas un arbre, hein, donc pour pousser un stipe, le trancher en petites tranches et en faire un andin, il faut à ce monsieur-là, il lui faut 3 minutes. 3 minutes. Et il le coupe avec... Avec le voit là. Voilà, avec ça. On voit des petits trucs là. Ça, c'est une sorte de tranche de stick Voilà. qui est coupée avec le couteau qui est au bout du C'est vraiment, machin. c'est assez... Il fait ça là. Éventuellement, si Avec on son a le temps, machin. je pourrais vous montrer, j'ai une vidéo. Ils sont assez doués sur le truc. Voilà, donc en résumé, c'est pour Voilà, c'est bon. Alors voilà, c'est fini les images. Maintenant, on va causer de chiffres. Donc on va rentrer un petit peu dans le cœur du débat. Alors, donc ça, c'est un graphique qui est relativement simple. Ici, vous avez, alors je suis désolé, c'est en anglais, mais vous avez toutes les sources de production d'huile autour du monde. D'accord? Et ici, vous avez la longueur de la barre, en fait, c'est la productivité en termes de tonnes d'huile. tonnes par hectare. Tonnes par hectare d'huile. Donc vous voyez le sésame, l'huile de sésame c'est super bon, on aime tout ça, etc. Sauf que par hectare, bah, ça produit que dalle, quoi. Et vraiment que dalle. Et alors il y a des huiles qu'on aime bien, l'huile de coco, personnellement j'aime bien. Vous avez ici l'huile de palmiste, d'accord? Donc quand vous travaillez sur le palmier à huile, bah, il faut ajouter ça et puis ça, parce que ça vient d'un hectare. Et puis l'huile d'olive, voilà, donc en moyenne mondiale c'est 340 kg, donc c'est déjà pas mal, 340 kg d'huile à l'hectare. Ça c'est ici c'est le colza, ça c'est le tournesol, et ça c'est le palmier. Donc le point fondamental du truc, donc c'est l'huile de palme, le point fondamental du truc c'est de dire, ben, cette plante, elle a un rendement par hectare. Quand vous avez un hectare de quelque chose et que vous voulez en sortir de l'huile, et ben, si vous voulez en sortir autant d'huile que ce que vous sortez d'un truc de palmier à huile, ben, vous pouvez faire le calcul, mais enfin en gros il faut 3, 4, 5, 10 fois plus de surface pour la même quantité d'huile. Et c'est pour ça qu'il y a évidemment du palmier à huile beaucoup. Et en termes de surface, donc voilà les proportions de surface, donc ça c'est du soja, pour faire de l'huile de soja et évidemment des tourteaux de soja aussi. Ici vous avez le colza, ici vous avez le tournesol, si je ne me trompe pas dans les couleurs, et ici vous avez le palmier. Donc vous avez 9% des surfaces mondiales destinées à des produits oléagineux
c'est du palmier à huile. D'accord? 9%, ça reste relativement modeste, c'est pas ce qui couvre le monde d'oléagineux. Par contre, en termes de marché, c'est évidemment beaucoup plus important, c'est 40% de l'huile qu'on consomme vient du palmier à huile à cause de ça. La différence, si vous prenez le tournesol, c'est 8% pour 9% du marché. Bon, ben voilà, c'est à peu près la même pour le palmier à huile, c'est 9% pour 40% du marché. 9% de surface pour 40% du marché. Donc beaucoup moins de terre utilisée. Donc beaucoup moins de terre utilisée, c'est ça la raison pour laquelle il y en a partout, quoi. Et juste, je voulais juste rajouter que le 2,58 c'est une moyenne globale, alors qu'en Indonésie et Malaisie, le rendement c'est 4. Voilà. On est à 4 tonnes à l'hectare. Une question. Les besoins en eau. Ouais. On va en parler. On en parlera. On va en parler. Je t'enchaîne, ouais. Ouais, les cacahuètes, on les a ici. Oui, les arachides. c'est groundnut. Oui, c'est Groundnut, c'est une là. troisième. Ah, ok. C'est aussi faible que ça. Donc voilà, c'est... Alors les écolos qui sont avec leur huile de soja, là, Alors, On a juste aussi par que le cottonseed, ça c'est ce qui est dans les boîtes de sardines. L'huile de coton. Alors, l'huile de cottonseed, ça ne produit pas beaucoup, mais ce qu'il faut voir, c'est que le coton, on l'utilise pas, Pour autre chose. on l'utilise pour la fibre, évidemment, et ça produit aussi de l'huile de graines de coton qu'on peut consommer ou pas. Enfin, il y a... Allez, on va continuer, donc les bonnes pratiques. Donc, il y a... nous, c'est un petit peu ce sur quoi on travaille. Donc il y a des techniques de lutte intégrée efficaces et des usages de pesticides qui sont réduits. Cécile en a parlé déjà un petit peu. Il y a des plants sélectionnés. Il y a une grande histoire de sélection de plantes au CIRAD et dans plein d'autres instituts et entreprises autour du monde. Efficaces. Et puis on a des engrais synthétiques et des engrais organiques qui limitent les apports et les risques de pollution. Donc ça nous produit en gros cette figure-là. Donc ici on compare différents oléagineux, donc le soja, le palmier à huile, le colza, le tournesol, l'arachide, et on compare la quantité d'azote qu'on y apporte. Donc on voit ici, si on se concentre sur le palmier à huile, on en apporte pas mal, c'est pas en proportion insupportable par rapport aux autres, mais on en porte pas mal, un peu plus que sur l'arachide qui est quand même volumineuse, un petit peu moins que sur le colza. Bon, on apporte aussi du phosphore, on a une utilisation d'énergie, vous avez vu les machines, qui est vraiment du même ordre que les autres. Et par contre, on n'a pas d'eau d'irrigation. C'est très très rare de voir des palmiers irrigués. La sécheresse, c'est un problème un petit peu partout autour du monde, mais en gros, le palmier, on le cultive dans des bassins, dans des comment on appelle ça, des bas-fonds. Et en gros, voilà, il y a normalement dans des régions dans lesquelles il pleut beaucoup et dans les régions dans lesquelles il ne pleut pas, et bien simplement on ne cultive pas de palmier à huile parce que ça ne marche pas. Donc en termes d'eau, on utilise très peu. Et du coup, quand vous calculez, donc ça c'était par hectare, d'accord? Rappelez-vous la diapo sur le rendement. Évidemment, si vous rapportez ça non plus à l'hectare, mais à la tonne d'huile végétale, et bien, votre huile de palme, elle est là. Donc, quand vous alors, cottonseed, maïs, il faut faire attention, mais par exemple, le soja, quand vous regardez, alors, hop, il faut que je vois la légende, quand vous regardez l'azote, on en a beaucoup moins. Quand vous regardez c'est NPK. Ah oui, c'est le total. Ça, c'est voilà, le total. En gros, on est sur une utilisation d'intrants qui est très faible. Donc, quand vous allez faire, alors Cécile est une spécialiste de l'analyse du cycle de vie, elle va en parler un petit peu après. Quand vous faites des analyses du cycle de vie qui se rapportent à la quantité de produits fournis, bah, évidemment, le palmier à huile, il est efficace. De nouveau, parce qu'on a des très bonnes productivités. Et là, on va parler des risques majeurs, et je pense que là, c'est pas le problème. Oui, je vais. Oui, Justement, quelques éléments d'impact. Donc ici, vous avez effectivement ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. C'est une méthode qui permet de quantifier un certain nombre d'impacts environnementaux.
en prenant en compte tout le cycle de vie du produit. Donc si je regarde ici une tonne, alors CPO c'est Crude Palm Oil, donc c'est de l'huile à la sortie de l'huilerie. Et je regarde effectivement tout ce qui est lié, tout ce qui a pu se passer pour produire cette tonne. Et donc notamment ici dans le cadre de, c'était une étude sur plusieurs compagnies en Indonésie et en Malaisie. Et donc on a regardé, on a développé un outil, etc. On a regardé les différents scénarios de production et quels étaient les leviers justement pour réduire ces impacts. Et donc ce que vous avez en bleu et en vert, c'est le bilan de biomasse, c'est-à-dire en vert, la plantation va stocker de la biomasse pendant au moins 25 ans, ce qui signifie qu'on peut considérer un stockage de carbone, même s'il est un peu temporaire. Par contre, en bleu, c'est justement ce qui est perdu quand on a fait de la déforestation notamment. Donc, dans le premier cas, on a un cas moyen. Dans le cadre de ces compagnies en Indonésie et en Malaisie, on avait 11 pilotes. Dans le cas moyen où on a un mix de forêts secondaires, de forêts primaires et aussi un mix de replantation palmier sur palmier, on a le vert qui compense à peu près, bon là on ne rentre pas dans les détails, hein, mais qui compense à peu près ce qui est perdu. Ce qu'on a en rose, je vais y revenir juste après, et par contre ce qu'on a au-dessus, c'est justement les émissions qui vont être liées à l'utilisation du carburant, donc notamment pour les apports mécanisés des engrais. En violet on ne voit pas trop, mais bon, c'est les apports d'engrais, et le gris, le N2O, c'est un gaz qui a un fort pouvoir de réchauffement climatique, si vous avez déjà fait des topos sur le changement climatique, donc c'est vraiment un petit peu le hotspot, comme on dit, enfin vraiment le problème essentiel quand on a des engrais à base d'azote. Dans l'agriculture de manière générale, ça produit du N2O, donc ça contribue au réchauffement climatique. Donc là, dans un scénario moyen, on a à peu près autour de 0,7 kg de CO2 équivalent par tonne d'huile. Bon, là, l'idée, c'est pas vraiment de discuter ce chiffre dans l'absolu, mais c'est de regarder comment on peut avoir plus ou moins. Donc le rose, je vous en parlais, je reviens là-dessus, c'est du méthane. Tout à l'heure, je vous ai montré une photo où je vous ai parlé de fertigation. Donc c'était de l'eau qui avait été traitée, qui sortait des huileries. Donc cette eau, en fait, bon, déjà dans la matière végétale, il y a de l'eau, et puis dans les processus, on injecte aussi de l'eau pour faire de la vapeur, etc. Donc on récupère pas mal de liquides, des effluents liquides qui sont stockés en lagunes. Dans les tropiques, c'est assez courant. On a des lagunes qui sont donc non aérées. Et parce qu'il fait très chaud, ça suffit pour que le métabolisme des micro-organismes dégrade le carbone. Donc on est obligé de faire ça parce que si on relargue les eaux toutes chargées, et c'est vrai partout, hein, si on relargue dans la nature des eaux qui sont chargées en matière organique, ça va créer de l'eutrophisation, ça va permettre à des algues de se développer dans les courants, dans les étangs, etc. Et du coup, ça détruit les autres micro-organismes, et puis par effet de chaîne trophique, ça va détruire la biodiversité dans les milieux aqueux naturels. Donc cette eau doit être traitée, c'est réglementaire, c'est vrai dans tous les pays. Alors les seuils de carbone qui restent peuvent varier, mais c'est obligatoire. Donc dans les tropiques, on a des grandes lagunes, alors je n'ai pas mis de photo, mais dans lesquelles cette eau, ces effluents, stagnent, jusqu'à ce que les micro-organismes naturellement dégradent ce carbone. Sauf que comme c'est anaérobique, on n'a pas d'oxygène, mais cette dégradation, ça crée du méthane. Le méthane, c'est issu de la fermentation anaérobique. Et ce méthane, comme le N2O, a un pouvoir de réchauffement climatique qui est assez important. Donc le méthane, c'est de l'ordre de 25 fois plus que le carbone CO2, et le N2O, c'est de l'ordre de 300 fois plus que le CO2. C'est pour ça qu'on parle de CO2 équivalent. Donc ce rose, on voit qu'il n'est pas négligeable hein, sur le bilan global. Par contre, il y a des mécanismes qui permettent de stocker ce méthane, de le récupérer. Donc on couvre les lagunes, on fait des bioréacteurs. C'est comme le centre de méthanisation qu'on a ici à Montpellier. C'est pas des lagunes couvertes, mais c'est le méthane qui est lié à la dégradation de la matière organique qui est capté. Et donc s'il est capté, on va avoir quasiment plus d'impact de ce méthane. Voilà, c'est tout ce qu'on dira sur l'huilerie, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est un levier qui a été mis en place, notamment dans la table ronde RSPO. Un élément, par contre, qui est plus important, voilà, si on a détruit de la forêt secondaire, c'était un cas de figure dans ce... On voit que le bleu va être beaucoup plus important, et donc on a quasiment doublé le bilan carbone. Donc, c'est évident, si on déforeste des zones où il y a beaucoup de biomasse, et on ne parle même pas ici de biodiversité, mais la biodiversité est un autre impact essentiel. Si on détruit des zones où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de couverts végétaux, etc., on a un impact sur le bilan carbone de l'huile de palme.
Et le dernier point qu'on voulait mettre en avant, c'est le problème des tourbes. Donc les tourbes, c'est des sols dans lesquels on a beaucoup de matière organique, parce que c'est des zones, souvent des bas-fonds, hein, avec des zones justement anaérobiques. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau pendant des millénaires. Du coup, la matière organique s'est décomposée très 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 lentement, s'est stabilisée dans le sol. Et donc, en Asie, on va voir 2-3 diapos après, il y a des zones où il y a beaucoup de tourbes et des tourbes très profondes. Et donc, quand ces tourbes sont drainées pour l'usage agricole, on a des émissions aussi très importantes de CO2, parce que ce carbone qui s'est stocké dans le sol est oxygéné, dégradé, et donc réémis vers l'environnement. Et donc, dans ce cas, on peut aller jusqu'à 5 tonnes de CO2 par tonne d'huile. Ces travaux ont été réalisés à partir de 2011, hein, le calculateur, etc., publié en 2013. Suite à ça, dans la table ronde RSPO, le calculateur est devenu obligatoire, et depuis une des versions récentes des principes et critères, la culture sur tourbe est interdite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de plantation sur tourbe dans les plantations certifiées, mais ça veut dire qu'à partir de 2018, il était interdit de convertir des tourbes en nouvelles plantations. Bon, on pourra rediscuter, il y a plein d'éléments réglementaires qui sont intéressants à discuter. Voilà, là c'est une carte qui vous montre où sont situées les tourbes au niveau global. On a des tourbes dans les zones boréales, parce que les conditions climatiques font que le carbone n'est pas dégradé. Et on a aussi des zones par contre de tourbes dans les zones dans la ceinture tropicale, et notamment en Asie du Sud-Est, ici, en Indonésie et en Malaisie. C'est pour ça, et donc ici aussi en Papouasie et en Papouasie. C'est pour ça que les tourbes sont vraiment une problématique majeure dans le cas de ces deux pays. Alors c'est vrai pour le palmier, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle culture, l'EDA, le riz, le thé, etc. Là, c'est deux îles de l'Indonésie, un archipel où il y a plus de 2000 îles. Et vous voyez, là, plus le violet est foncé, plus la tourbe est profonde. Ça veut dire que sur les très très violets, là, jusqu'à 1,2 m, on a un sol qui est très très riche en carbone, en matière organique. Jusqu'à 12 mètres. Non, c'est en centimètres. Ouais, 1200 cm. Ah oui, pardon, 12 mètres, j'ai dit 1 mètre, ouais, 12 mètres, pardon. Et donc là, c'est Kalimantan ou Bornéo et Rio. Alors, c'est pas des îles, pardon, là-bas, c'est deux provinces en fait. Donc là, c'est une province sur l'île de Sumatra, et Kalimantan, Central Kalimantan, c'est une province sur l'île de Kalimantan ou Bornéo. Et dans les zones de tourbe, on a donc cette problématique du carbone dans le sol, mais souvent aussi on a des problématiques de biodiversité spécifiques, parce que c'est des milieux avec des niches écologiques très spécifiques dans lesquelles il y a une biodiversité à préserver. Donc c'est les terres cultivables. Alors voilà, donc voilà, les tourbes les plus profondes, avec en plus des belles forêts, normalement elles sont protégées. Alors voilà, il y a tout un historique aussi sur la réglementation sur les tourbes. En Indonésie, il y a un moratoire qui interdit le développement sur tourbes depuis 2011, qui est reconduit régulièrement, mais qui est très critiqué par les observateurs parce que c'est pas sanctionnable, donc c'est une lettre présidentielle, donc si ça se fait, il n'y a pas forcément de sanctions. Et puis il y a aussi des zones qui sont des réserves naturelles par ailleurs, qui sont incluses dans ces cartes. Donc la pression, on va dire internationale, a aidé par contre, via RSPO, à faire en sorte que les tourbes soient plus protégées que via le moratoire qui était une lettre présidentielle. Ça explique pourquoi vous avez ce genre de problématique dont vous avez certainement entendu parler, des brouillards ou haze. Donc là, vous avez un classement des îles les plus polluées au monde. Alors, vous ne pouvez certainement pas lire de loin, mais la troisième, c'est Jakarta en Indonésie. La première, Calcutta en Inde et Dubaï aux Émirats arabes. Et en fait, c'est lié au départ de feux qui peuvent être accidentels, qui peuvent être éventuellement criminels ou autres. Mais quand le feu prend sur une zone de végétation qui est implémentée sur de la tourbe, c'est quasi impossible de l'arrêter. C'est un peu comme les incendies qu'il y a eu dans les Landes. Ça, Passer sous la surface. Le carbone qui est dans le sol est brûlé petit à petit. Et donc ça fait, alors, en plus ça fait de la fumée, c'est comme un barbecue avec du bois mouillé, etc. Au lieu de faire des belles flammes, ça fait de la fumée. Et là, pour l'arrêter, en fait, il faut attendre des grandes pluies. C'est extrêmement difficile d'arriver à arrêter un feu qui a pris dans des zones de tourbe. Alors en plus, là, on a des villes
En Ils sont plus, pollués. s'ajoute la pollution urbaine voilà. Mais c'est une problématique voilà, aussi de santé humaine. Alors, on enchaîne sur la déforestation, du coup, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien potentiel avec la déforestation. Ouais. Alors, j'ai beaucoup d'informations sur la déforestation, je ne vais peut-être pas tout passer dans les détails. Bon, très rapidement, cette carte qui montre que la zone qui est propice au développement du palmier à huile, qui est une culture tropicale, c'est dans cette zone tropicale, intertropicale. Le palmier est une plante très rustique, hein, très robuste, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'irrigation parce qu'on est dans des zones où normalement il pleut suffisamment. Et si on veut faire des adaptations pour changer de zone, etc., à ce moment-là, on aurait besoin d'irrigation. Le problème, évidemment, c'est que... Ah, pardon. non, c'est ça, on a fait ensemble. Le problème, c'est que cette zone intertropicale, c'est aussi une des zones, et vous voyez ici en rouge, où la biodiversité et tout ce qui va être service écosystémique est à fort risque. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des limites planétaires qui ont été publiées en 2015, hein, de Planetary Boundary, Planet Boundary, où il y a eu des études quantifiées qui en sont en lien avec l'analyse du cycle de vie, qui passent certaines ressources en revue et qui voient dans quelle zone on a un petit peu dépassé le seuil, le point de non-retour. Donc d'un point de vue écosystème, biodiversité, dans ces zones en rouge, on est déjà au-delà d'une zone on est sûr qu'il y a un risque majeur que si on n'agit pas, on arrive à des points de non-retour. Alors c'est peut-être un petit peu dur à lire. Donc on est sur la déforestation à l'échelle mondiale, entre 1990 et 2008. Ce sont des données qui ont été sorties d'un rapport qui a été fait pour la Commission européenne en 2013, pour vous montrer les vecteurs de déforestation à l'échelle globale. Donc en violet, c'est des vecteurs qui ne sont pas décryptés précisément, donc on ne va pas regarder ça. En marron, c'est les accidents naturels, tout ce qui va être volcanisme, incendie, etc. Donc en bleu, c'est les prairies pour l'élevage, donc 24%. Infrastructure, c'est ici 4%, exploitation de bois. Et l'orange, c'est les cultures, donc à peu près un petit peu moins du tiers de la déforestation à l'échelle globale est liée à l'agriculture, agriculture-culture. Si on rajoute l'élevage, on est presque à 60%, 53%. Et dans toutes ces cultures, tout n'est pas détaillé parce que l'accent a été mis sur le palmier à huile. Voilà, on a soja 5,5%, maïs 3,2%, c'est pour ça que tout à l'heure on avait maïs dans le graphe, qui n'est pas une oléagineuse, mais qui est une culture d'importance en termes de déforestation. Palmier à huile 2,3%, riz 1,7% et canne à sucre 1,5%. Donc voilà, à l'échelle globale, un ordre de grandeur, on est plus ou moins 2%, on va dire. Le palmier à huile, c'est à peu près 2% de la déforestation globale. Donc des fois ça remet un petit peu en perspective, dont la moitié à peu près en Indonésie, qui a été effectivement le pays de l'essor du palmier dans les années 80, avec la Malaisie. Si on regarde dans ces zones-là en Asie, les principaux, la dynamique en fait de déforestation historiquement et les principaux vecteurs. Dans les années 80, où ça a été un peu le boom hein, de développement dans cette zone de l'Asie du Sud-Est, ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage de la couverture terrestre qui était de la forêt. Et donc vous voyez que dans les années 80, on avait quand même, à part les Philippines et le Vietnam, on avait des pays qui étaient à plus de 50% de leur couverture en forêt, et notamment l'Indonésie, on était aux alentours de entre 65 et 70%. Donc, dans un pays, et notamment l'Indonésie, qui est un archipel, on avait en termes de surface plus de 60% qui étaient de la forêt. Enfin, la forêt primaire, utilisée ou pas. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un boom un peu économique, etc. Et c'est au détriment des espaces naturels. Donc là, le gris un peu plus clair et plus épais, c'est l'Asie du Sud-Est de manière générale. Donc on voit que l'Indonésie, la Malaisie, mais également le Laos, le Cambodge et le Myanmar ont été des pays où il y a eu énormément de déforestation pour différents développements. Je reviendrai un peu après sur le palmier. Et l'inverse, c'était le Vietnam qui, lui, a reforesté, mais il partait de plus bas. Et donc là, très rapidement, c'est des régressions qui ont été faites sur différents facteurs. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'assez logiquement, il y a une relation avec l'augmentation de la population. Qui dit augmentation de population, dit aussi augmentation de l'activité économique, augmentation de la production aussi de denrées alimentaires.
On voit que ça a été au détriment principalement de forêts qui étaient plutôt lowland, donc on va dire accessibles, hein, plutôt dans des vallées ou accessibles, et que ça a été aussi fortement lié à la production du bois. Dans ces années-là, donc il y avait à la fois du développement agricole et du développement de la production de bois. Alors ça c'est un focus sur l'Indonésie, puisqu'on parle de palmiers, donc je ne vais pas revenir dans les détails, mais vous voyez, avant les années 80, il y avait bien sûr encore plus de forêts. Donc en vert c'est la forêt qui diminue, en jaune c'est les terres arables, donc bon, il y a entre 80 et 90 ça commence à s'accentuer. Donc terres arables en culture annuelle, donc essentiellement du riz. Et puis en rouge, c'est les cultures pérennes. Donc en Indonésie, c'était d'abord les véas et ensuite le palmier. Et puis après, le palmier a remplacé les véas dans certaines zones. Donc le développement, par exemple, sur l'île de Sumatra, il a été à l'origine commandité par le gouvernement qui a fait des programmes de transmigration pour désengorger l'île de Java, qui était en train de saturer. Et donc il y a les premiers plans de transmigration dans les années 80, ça a été de donner des lopins de terre aux Javanais pour qu'ils aillent s'installer à Sumatra, faire d'abord du riz et puis après de l'EVA et puis ensuite du palmier. Sur cette période-là, donc entre 90 et, donc plutôt pas sur cette période-là, mais à partir des années 90, donc entre 80 et 90, c'est un peu le boom du développement agricole de rente. Donc en Indonésie, à peu près 17% de la déforestation était liée au palmier à huile, sachant que quand on déforeste pour faire du palmier à huile, et notamment à Sumatra, il y a d'abord de l'exploitation de bois. Donc c'est concomitant, on a une exploitation de bois, puis une valorisation de la terre au bout de 3 ans maximum, sous forme soit d'EVA, soit de palmier à huile. Donc 17% à peu près, puis entre 2000 et 2010, à peu près 11%. Ouais, disons qu'entre 2000 et 2015, à peu près 14%, et là, la déforestation, globalement, est en train de se réduire en Indonésie. Donc ça, c'est en 2000, c'est une publication qui est plus récente, qui va donc jusqu'à 2020, et qui montre les plantations industrielles, et les smallholders, c'est plutôt les petits planteurs, en Indonésie en gris, en Malaisie en noir, et le reste du monde. Donc on voit que depuis 2016, 2014-2016, on a une réduction des nouvelles plantations. Et on a grosso modo bon, il y a toujours une prédominance de l'industrie. Je pense que tu vas redonner des chiffres plus tard sur les proportions. On parlera de la Malaisie, mais c'est assez similaire, donc j'en parle pas pour l'instant. Donc voilà, l'Indonésie qui est le principal producteur, qui a été aussi le principal à planter dans les années, dans les années 90 et 2000. Et ici, on a un petit peu un rééquilibrage entre Malaisie et Indonésie. C'était juste pour vous donner une perspective un peu plus récente. Ça, c'est très rapidement, c'est le même... Juste sur ce sujet-là, si je peux me permettre de rajouter un tout petit point ici. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une diminution à partir des années 2015, disons, une diminution assez forte des nouvelles plantations et donc de la déforestation. Et on avait une collègue de Cornell qui voulait venir travailler avec nous, mais qui finalement ne va pas le faire, et dont la problématique de recherche, c'était assez étonnant, elle voulait comprendre pourquoi les politiques de diminution de la déforestation fonctionnaient en Indonésie. Donc c'était un peu décalé, elle se disait mais c'est bizarre parce qu'il y a des politiques de diminution de la déforestation partout dans le monde tropical qui en général ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce qu'en Indonésie particulièrement ça fonctionne? C'était son sujet de recherche. Donc voilà, c'était juste Excusez-moi, mais quand vous dites Malaisie, vous parlez de Malaisie sur Bornéo ou de la péninsule? Non, de Malaisie au total. De la Malaisie. C'est surtout sur la péninsule ou surtout sur Bornéo? Non, c'est plutôt la péninsule, parce que la partie Sabah sur Bornéo est relativement petite. Il y a Sabah, de la plantation, mais c'est pas la C'est pas ça, Malaisie. d'accord. On va en reparler un peu parce qu'on a un projet là-dessus à Sabah, mais on parle d'une façon générale. Ça aurait été surtout l'île de Bornéo finalement, au total. L'Indonésie plus Malaisie. Et juste, merci. Juste, je n'ai pas précisé aussi que, un des autres vecteurs de déforestation à l'époque, c'était l'exploitation minière, notamment à Sumatra.
Ça, c'était juste pour vous montrer, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits justement récemment, depuis les années 2000, sur la déforestation en Indonésie, en lien avec les détections, c'est de détecter les plantations des petits planteurs. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. En gros, là, vous avez de la forêt, puis là, vous avez une plantation industrielle. Enfin, là, il y a d'abord de la déforestation. Et en fait, ce que vous voyez très bien, je ne sais pas si vous voyez de moi, je suis désolée, mais ce qu'on repère assez facilement, ce que l'intelligence artificielle repère aussi assez facilement, c'est le quadrillage. Parce que finalement, les plantations industrielles sont beaucoup sur un même mode. Je vous ai parlé de triangle de neuf de côté, avec les routes qui quadrillent. Et par contre, ce qu'on peut ce qu'on repère beaucoup moins bien, c'est les plantations de petits producteurs. Donc là, en rouge, c'est l'industriel. Et là, en violet, c'est des plantations de petits producteurs. Et en fait, là, sur la carte, entre là, ici, un petit producteur et ici, de la forêt, visuellement, vous ne voyez pas la différence. Même à l'œil d'homme, c'est compliqué et ça demande beaucoup de travail. Bon. Après, il y a plein d'autres informations, je ne vais pas tout vous détailler. Et là, c'était juste pour vous montrer que les modèles, justement, donc ce qu'il faut regarder, c'est le coefficient de corrélation. Hein. Donc, quand on est aux alentours de 0,9, 0,8, donc là, c'est le modèle, voilà, c'est la performance du modèle à détecter la déforestation pour des industriels, pour des plantations industrielles ou des plantations de petits planteurs, comparé aux résultats de terrain où on sait qu'il y a une plantation effectivement industrielle. Donc ce qu'on voit, c'est que, voilà, c'est des collègues avec qui je travaille, et je sais que c'est très sérieux, c'est une publication très récente, et malgré tout, il y a toujours un petit peu à discuter, parce que finalement, le modèle, la première ligne, c'est la performance globale du modèle. Et là, on vous dit un R2 de 0,8, même presque 0,9. C'est super, le modèle, il travaille super bien. Bon, en réalité, quand on regarde tous les industriels, on est à 0,9, ce qui reste correct, mais les petits planteurs, on est à 0,3, 0,4. Donc on voit que déjà la performance du modèle pour les petits planteurs, elle est quand même très faible. Et quand on regarde ici, notamment au Cameroun, ou même à Nord Sumatra, on est carrément en dessous de 0,3, 0,2. Donc là, statistiquement, normalement, on dit que le modèle est complètement dans les choux. Et on voit aussi que même au niveau des industriels, puisque là on n'est que chez des industriels, selon le pays, on peut avoir aussi des prédictions extrêmement mauvaises. Donc au Libéria, au Gabon, et voilà, donc en Afrique en particulier, même chez les industriels, on a des performances de modèles qui sont très mauvaises. Et pourtant, là, on est avec une équipe de pointe et on est en 2024. Donc, détecter la déforestation, la quantifier, ça reste encore très problématique. L'intelligence artificielle, les données de détection qu'on a aujourd'hui, c'est un petit peu la meilleure source d'information qu'on peut avoir, versus ce qui se faisait avant, qui était de regarder les cartes officielles de différents gouvernements, et qui souvent ne correspondaient pas à la réalité du terrain. Juste une question. Oui. Pourquoi en Afrique, il y a aussi peu de Libéria, Gabon, c'est en Afrique? Ouais. Est-ce que c'est dû au fait qu'on doit arroser les dirigeants, etc.? Alors pourquoi il y a moins de production par rapport à l'Asie? Oui. Il y a plusieurs raisons. La principale raison, je pense, c'est politique. C'est-à-dire que vraiment, l'Asie, quand ils ont lancé la filière palmier à huile, ils ont mis des moyens, ils ont fait des partenariats avec des privés. Donc ça a vraiment créé un boom de la filière. Donc il y a vraiment, en Afrique, il y a beaucoup moins de volonté et d'encadrement politique pour rendre le système efficace. Et notamment, je vous disais, il faut qu'il y ait des huileries pas loin, parce qu'il faut pouvoir acheminer les régimes très rapidement. En Côte d'Ivoire, quand vous faites 100 km, il vous faut 3 heures. Donc, et pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est pas non plus d'hiver. Donc il y a vraiment un contexte politique et socio-économique qui est plus faible. Après, d'un point de vue de la plante, le palmier guinéensis, donc Guinée, est originaire d'Afrique. L'insecte pollinisateur, on n'en a pas trop parlé, mais donc les fleurs femelles sont pollinisées grâce à un petit insecte, Cameronicus, mais les trucs latins, Elaeolus cameronicus, donc il vient du Cameroun. Il a été importé en Asie depuis le Cameroun. Donc en fait, il y a vraiment eu une volonté politique et technique, socio-technique, je ne sais pas comment on peut la dire, de faire que ce secteur se développe très bien en Asie, alors que tous les éléments de base venaient de l'Afrique. Après, il y a aussi, maintenant, avec le changement climatique et tout, il y a des zones de stress hydrique qui sont plus importantes en Afrique, des périodes, donc il va y avoir des périodes de sécheresse qui vont peut-être maintenant mettre le palmier plus en danger que ce qu'on a en Indonésie.
mais rien qui soit insurmontable d'un point de vue agronomique ou technique. Et il y a une grosse consommation d'huile de palme en Afrique, et du coup, on a énormément de projets d'augmentation de la production d'huile de palme en Afrique, parce que c'est des pays qui importent l'huile de palme, et qui disent c'est bon quoi, et donc ils essayent, parce qu'il y a des bons rendements, parce qu'en gros c'est des cultures qui sont très rentables, il y a vraiment une grosse demande de nouveaux projets de palme à huile en Afrique. Tropical. En Afrique tropicale, oui. Ouais, parce qu'il faut. Là, vous rappelez la carte. Hein. Nigeria. Parce que là, il y a le groupe de la population. Il faut quand même de. On va parler on parlera après un peu des effets économiques. de l'huile rouge, etc. Et j'avais juste un. Oui, et il y a juste aussi une maladie. Il y a une maladie, la fusariose en Afrique, qui peut des fois détruire des plantations. Et là, derrière, il y a un manque, encore une fois, de technique et de moyens financiers pour mieux contrôler, adapter les pratiques, etc. Mais c'est une filière qui fonctionne très très bien quand elle est bien intégrée. Et donc ça demande aussi un contexte socio-économique spécifique. Alors du coup, je vous ai parlé de la déforestation dans les grandes lignes, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Là, c'est la déforestation dite importée. Donc, comme on est en France et qu'on a beaucoup d'informations qui nous arrivent, etc. Qu'en est-il du coup de la déforestation importée en Europe? C'était toujours le rapport pour la Commission européenne. Très rapidement, 70% de la déforestation, on est que sur la déforestation liée à l'agriculture. 70% les oléagineux, le reste c'est les stimulants, café, cacao, et puis après il y a d'autres choses, il y a notamment les noix, les VA c'est pour le caoutchouc naturel qu'on a dans les pneus, dans les gants, etc. Et donc dans ces 70% d'oléagineux, on a 12%, enfin, voilà, 12% c'est l'huile de palme et de palmiste, 24% le soja, 2 fois plus, soja huile et soja tourteau. Donc à l'échelle européenne, en termes d'importation de la déforestation, le principal facteur c'est le soja. Pour l'alimentation de l'élevage ou pour l'huile. Avec, vous avez les pays, la dernière couronne c'est les pays. Donc, logiquement, les principaux producteurs sont aussi les principales origines de cette déforestation importée. Et si vous regardez, il y a le cacao, en fait, c'est une grosse source de déforestation importée. Ouais, c'est quasiment, c'est pas pareil, mais disons que la palme, c'est l'équivalent de tous ce qu'on appelle stimulants confondus, café, cacao. Donc c'est un peu... Café, cacao, on a tous l'impression que manger du chocolat, c'est bien, etc. C'est Voilà. bon. Après, un petit élément de réflexion peut-être par rapport à ce qu'a dit Bruno, pourquoi la déforestation en Indonésie, la lutte contre la déforestation fonctionnerait mieux ou pas. On voit que l'Indonésie apparaît pour le café, pour le cacao, pour la palme. Donc c'est vrai que c'est un pays dans lequel il y a eu beaucoup de développement d'agriculture de rente et que du coup, ça a été beaucoup sous les projecteurs. En France en particulier, donc ça c'est un rapport du WWF en 2018, quels sont les principaux vecteurs de déforestation importée? Le premier, en termes de ce qu'on vient de parler, donc en termes de culture alimentaire, c'est le soja, donc de manière assez cohérente par rapport à l'Europe. Le deuxième, c'est le cacao. Et le troisième, c'est l'huile de palme. Donc 410 000 hectares d'huile de palmier à huile, qui correspondent donc à 970 kg de tonnes d'huile de palme consommées en France. Ça représente le tiers de la région Île-de-France, 410 000 hectares. Les autres facteurs, et pas les moindres, donc finalement le caoutchouc naturel pour les pneus, pour potentiellement les gants aussi, c'est à peu près la même surface. Ce qui est en rouge, ça c'est le risque de déforestation dans les pays principaux, enfin les principaux pays producteurs. Vous avez le bœuf et le cuir. Donc, via le bœuf, on a aussi le soja pour l'alimentation, mais là, c'est juste pour la viande et le cuir. Le bois et la pâte à papier. Donc ça, en France, on voit que, oui, quelque part, si on veut limiter la déforestation importée, il faut économiser le papier. Il faut arrêter de manger du chocolat. Voilà. Et ensuite, là, du coup, c'est chocolat et huile de palme. Une question de compréhension, c'est cumulé ou c'est annuel ou c'est chiffre? Ça, c'est annuel. C'est par rapport à la consommation annuelle. Annuel? Ouais. C'est énorme. Bon,
Bon, après, il y a plein d'autres informations. Mais je vais donc du coup, ensuite, alors je crois que c'est après, ah ben non, tout à l'heure, on va faire une petite pause là-dessus, mais tout à l'heure, on reviendra sur les usages de l'huile de palme en France. Et ça reprendra un petit peu... Alors, moi, le timing, au niveau timing, on est un peu dans les... Non, mais ça voilà. Mais ceci dit, continuer à intervenir comme ça, c'est... Alors moi, je ne sais pas si je suis humaniste ou quoi, mais je me suis toujours intéressé en travaillant sur le palmier à huile, sur l'effet qu'ont ces filières de palmier à huile sur les gens dans les pays. C'est un truc que ça m'intéresse, donc je travaille peu là-dessus moi-même, mais en tous les cas, comme directeur de l'unité, je suis toujours un petit peu préoccupé par ça, et puis c'est aussi parce que pour essayer de recentrer la mission du CIRAD, qui est de travailler pour le développement des zones rurales dans lesquelles on a développement rural. Donc, d'abord, un petit peu... Alors ça, j'ai pris ce sont des diapos qui m'ont été fournis par Marcel Jamac, économiste qui a travaillé pendant des années en Malaisie. Donc, on va commencer d'abord sur la Malaisie. Donc, sur la Malaisie, on trouve des chiffres qui sont à peu près valides, enfin, à peu près les mêmes chiffres qu'on reporte à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que pour le palmier à huile, on a de l'ordre de 60% de grandes plantations industrielles, on a de l'ordre de 30% de petits planteurs organisés en coopérative, mais surtout autour des grandes plantations industrielles. Donc c'est ce qu'on appelle les schemes smallholders, qui sont dans un schéma qui était imposé. Ces gens-là, en Malaisie, en Indonésie, ces grandes plantations, quand on leur a donné des concessions, les gouvernements ont conditionné ces dons de concessions au fait qu'ils interviennent auprès des petits producteurs qui étaient autour des plantations. C'est ce qu'on appelle les schemes smallholders. Et puis, il y a 11% de petits producteurs qui sont, eux, parfaitement indépendants. Et cette proportion, la proportion entre les deux va beaucoup augmenter parce que les grandes plantations, on va rentrer dans un second cycle, très généralement en Indonésie, et du coup, c'est une grande partie de ces planteurs, ils vont passer dans la catégorie indépendante. Donc voilà, un petit peu pour vous poser. Alors, une citation. Donc voilà, ici vous avez une famille de Malaisiens. Malaisiens. C'est là, voilà, c'est Malaisie. Malaisien, c'est une nationalité. Donc voilà, donc c'était quelqu'un de l'organisation gouvernementale sur le développement du palmier à huile qui disait, bah voilà, quand même, toutes les ONG vertes, etc., qui luttent contre le palmier à huile, et ben en fait, quelque part, ils empêchent une certaine catégorie de la population rurale de sortir du poverty trap, là, le piège de la pauvreté, et donc, bah, c'est pas bien, voilà, il faudrait arrêter de faire ça. Alors, et la Malaisie, comme l'Indonésie, ça c'est sur la Malaisie, sur le palmier à huile en particulier, mais pas que sur ça, dans les années, vous voyez, ça commence dans les années 50, 70, et puis jusque les années 2010, et ben, il y a eu une énorme entreprise de développement. Alors vous voyez, des travailleurs, c'était très organisé, c'est ce que racontait Cécile tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en Asie, ils ont décidé d'y aller franchement, et ils ont décidé d'y aller, en gros, pour ces gens, c'est-à-dire pour les gens qui travaillaient dans les années 50, dans les zones rurales en Asie, ce qui n'était pas franchement la joie, quoi. Voilà, donc il y a eu une énorme agence de land development. Alors vous pouvez traduire land development, c'était land clearing, quoi. C'était de la déforestation organisée pour faire vivre les populations rurales sur ce truc-là et puis pour créer de la richesse. Donc, un truc qui me semble intéressant, on va discuter 30 secondes là-dessus quand même, c'est 1970, donc ça c'est des chiffres des Nations Unies, 1970, 40% de pauvreté rurale, 2004 en Malaisie, 2004, 6%. On dit, waouh, c'est quand même, si j'étais malaisien, je dirais, ouais, c'est un bon plan. Alors, il y a une autre manière de voir le truc, on va en reparler un petit peu, c'est de dire, ah ouais, bah, ils ont réussi à sortir tous les pauvres à expulser tous les pauvres des zones rurales, et il n'en reste plus, ils les ont envoyés vers les villes.
Et c'est un peu vrai, il y en a un peu des deux. Il y a le fait que les Malaisiens, la Malaisie est passée en zone globalement macroéconomiquement de middle income, de revenus moyens, donc ils sont effectivement comme pays sortis de la pauvreté, en gros sur la base du palmier à huile. Donc on peut aller dire aux Malaisiens c'est pas bien de cultiver du palmier à huile, mais bon ils vont dire bah oui c'est comme ça que j'envoie mes enfants à l'université, je suis désolé. Et quand vous travaillez avec des Malaisiens qui sortent des universités, bah, ils ont un niveau qui est tout à fait correct, etc. Donc oui, bah, ils y sont arrivés, donc quelle légitimité on a d'aller leur dire bah oui mais c'est pas bien puisque vous comprenez vous avez coupé votre forêt. Effectivement, on a fait du développement rural. Voilà. Donc c'est un autre point de vue dit malaisien de voir le truc. Et puis évidemment, il y a aussi eu des expulsions de population. Alors des expulsions de population, c'est toujours pareil. Vous avez vu un petit peu le travail dans le palmier à huile. Alors le palmier à huile, c'est une culture, ça permet à des gens, on va revenir un petit peu à ça. Vous voyez ces maisons là, ça fait maisons pauvres. C'est quand même pas mal, c'est des maisons avec des toits en zinc. En Afrique, on mesure la pauvreté au pourcentage de toits en zinc dans un village. Plus il y a des toits en zinc, moins les populations sont pauvres. Donc quand même, c'est un vrai progrès. Et puis quand on se balade en Indonésie, dans les villages, je suis allé en Indonésie il n'y a pas très longtemps, c'est vrai qu'on voit des maisons qui sont tout à fait sympas dans des villages qui sont un peu paumés. Donc on se dit, bah oui, quand même, le palmier à huile, ça a apporté de la richesse dans ces zones. Et, excusez-moi, ouais. Est-ce que vous ne mélangez pas les aspects industriels et smallholders, c'est-à-dire ces pauvres-là ouais. S'ils viennent de quelle famille? Je veux dire, au départ. On peut, j'essaie de reformuler, est-ce qu'ils étaient, ces gens qui ne sont plus pauvres là en ouais. quelques décennies, viennent-ils des familles des smallholders ou viennent-ils de la production industrielle, parce que c'est pas le même impact sur la forêt à ce moment-là. Ouais, mais en fait c'est un mélange de tout. D'abord en Indonésie, la grande majorité des smallholders qui sont en scheme, ils ont aussi leur parcelle smallholder indépendante. En fait, il n'y a pas de schizophrénie. Hein. Quand ils sont dans un milieu où il y a du palmier à huile, soit ils sont ouvriers dans la plantation, soit ils sont chauffeurs dans la plantation, plutôt chauffeurs, soit ils ont des plantations en scheme, soit ils ont des plantations indépendantes. Et en fait, la plupart du temps, dans une famille, c'est-à-dire il y en a un qui est ouvrier dans la plantation, l'autre qui est officiellement celui qui a le titre de scheme plantation. Et en fait, dans les programmes transmigratoires en Malaisie comme en Indonésie, quand ça a démarré, au début c'était 80 pour les petits planteurs, 20 pour l'industriel, et puis c'est passé à 60, 40, etc. Donc en fonction des différents programmes, ça s'est un peu rééquilibré. Mais systématiquement, les petits planteurs avaient aussi une maison et un jardin d'un demi-hectare. Et donc la plupart ont planté des palmiers aussi dans leur jardin. Je comprends, mais du coup je m'interroge, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ces progrès, les mêmes progrès ou ouais. presque sur la pauvreté, mais en réduisant les productions de nature industrielle qui, elles, je suppose, impactent plus en termes de surface? Alors, pour avoir, je pense, le même degré de développement, le facteur, c'est la surface. C'est-à-dire si on fait moins de surface, on a moins de développement. Voilà, quel que soit le type. Dans les schemes smallholder, en fait, ils ont un titre, mais la plantation, c'est exactement le même schéma que la plantation industrielle. C'est-à-dire que la concession, mettons qu'on va dire 100% est plantée, sur 80% des plantations, maintenant aujourd'hui sur 60% des plantations, c'est dit propriété de l'industrie. Sur les 40%, c'est dit propriété du petit planteur scheme, mais loué à l'industrie. Et en fait, il y a des contrats qui font que, en fait, un petit planteur qui est scheme, il a pu ne jamais aller dans la plantation. C'est-à-dire que le produit de revient lui appartient, minus, enfin, défalqué des coûts de production, etc. Mais il a pu ne jamais aller dans la plantation. Mais on a regardé des histoires dans les 30 dernières années dans lesquelles ces schémas se sont développés. On a regardé les gens qui vivaient dans des villages qui se sont établis autour des plantations, donc selon les schémas que décrivait Cécile, et ils ont créé une véritable richesse, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'exode rural lié à la richesse, parce que c'est pour aller à l'université, il vaut mieux être à la ville, etc. Il y a eu
des crédits sur des télés, des machins, il y a eu des crédits à la plantation, c'est-à-dire que quand ces trucs ont été plantés, les gens ils ont dû rentrer, ils ont dû faire des prêts, les prêts ont été remboursés bien plus rapidement que ce qui était écrit dans les business plans, etc. Donc le palmier à huile, là j'ai plein de doutes sur cette filière, etc. Mais sur le fait que ça crée de la richesse et que ça crée de la richesse aussi pour les petits planteurs, j'en suis convaincu. J'ai pas de doute là-dessus. Si on prend l'Indonésie, pays de 200 millions d'habitants, 280, ouais. 190, 280. 280 millions d'habitants, 300 millions d'habitants. Ouais. L'huile de palme représente 8% du PIB et ferait vivre, directement ou indirectement, 15% de la population. Ah bah sans doute, avec l'espace. Parce qu'il y a des... Bon, on va avancer un petit peu parce que mais pour répondre à la question simplement, le développement est proportionnel à la production. Si on a moins de surface, ou que sur une même surface on produit moins, ben on a moins de développement. Je pense que on va revenir sur des sujets de pouvoir, etc., sociaux, parce que moi ça me semble absolument fondamental, et il y aura encore un débat là-dessus, j'en suis sûr, parce que c'est de mon point de vue. Ça, c'est une enquête qui a été faite auprès de petits producteurs indépendants. Une énorme enquête en Indonésie, pour le coup, on parle de Malaisie, on va en Indonésie. Donc avec toutes les cultures pérennes, ici on voit donc le thé, le café, le cacao, il y en a aussi en Indonésie, le clou de girofle, le noix de coco, le rubber, la canne à sucre, cashew, c'est la noix de cajou, le poivre, le tabac et la noix de muscade. Voilà, et ça dit, pour une unité de travail, donc c'est pour ça que tout est là, pour 1 million de roupies, parce qu'on est en Indonésie de travail, combien est-ce qu'on produit, donc tout ça c'est la valeur de la production, donc on dit l'huile de palme, donc c'est une comparaison, l'huile de palme pour ces petits producteurs indépendants qui n'ont pas les meilleures pratiques, qui n'ont pas les machins, etc., ben ils disent l'huile de palme, c'est ce qui produit le plus. Alors le problème c'est qu'il faut investir un petit peu, mais globalement, la marge, elle est quand même bonne pour ces producteurs. Elle est moins bonne que dans... alors que celle-là et celle-là, donc le clou de girofle, et qui sont des productions qui sont très spécialisées, qu'on ne peut pas faire partout, qui demandent pas mal de technologies, qui peuvent être bouffées par des saloperies, etc. Mais globalement, à part ça, la productivité du travail pour un petit planteur, eh ben, c'est ce qui marche bien et ce qu'on peut faire quand même dans beaucoup d'endroits en Indonésie. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les producteurs ils en font. Et quand je discutais hier avec Jean-Marc Rodin, l'économiste qui m'a envoyé ça, je lui ai dit bah ouais mais c'est un peu merdique parce qu'il faut quand même vachement investir. Et lui il me disait oui mais en fait les producteurs, ce qu'ils calculent, c'est ce que ça leur rapporte, combien on vend. Et ça, c'est sûr qu'il faut l'investir, mais ça rentre moins dans le schéma de prise de décision. Mais voilà, donc, mais quand même en termes de productivité du travail. Et les cours de l'huile de palme actuellement sont comme ça. Voilà, et alors 25% depuis 24 ans. Ça a été fait, alors j'ai pas l'année, mais ça a été fait il y a une dizaine d'années, et depuis, c'est vrai que le prix de l'huile de palme a pas mal, et reste encore très élevé. Par élevé. l'Ukraine qui ne produit pas assez de sol, etc. Voilà. Alors là, on va parler sur un truc, là c'est des images, on en a pas mal parlé avec Cécile, c'est des images qui sont des images que vous avez sans doute plus ou moins tous vues. C'est en gros tout ce dont on discute qui fait mal autour de l'huile de palme. Donc, la marginalisation de communautés qui vivent dans les forêts, des conditions de travail qui sont pas top, en particulier avec du paraquat, des machins comme ça, des abus concernant les droits humains, et puis du land grabbing, de la préemption des terres, comment tu dis ? Accaparement de terres. Alors tout ça... Les orang-outans. Et on a oublié les orang-outans là. c'est Mais c'est social, c'est plus social. Alors, les orang-outans, c'est lié à la déforestation. Alors l'orang-outan, c'est l'image, on aurait bien pu la mettre, parce que c'est dans le même genre d'image, etc. Ce que me disait Cécile, c'est en fait, cette image-là, elle ne vient pas d'Indonésie, elle ne vient pas du palmier. Et c'est pas grave. C'est pas grave, et voilà. Donc, il y a tous ces sujets-là. La question, quand même, qu'on se pose, c'est dans quelle mesure, tous ces sujets-là, c'est pourquoi.
C'est parce qu'on a une culture qui crée de la richesse, et cette richesse globalement dans des sociétés qui sont inégalitaires, elle est accaparée par des gens qui ont du pouvoir. Les gens qui ont du pouvoir, c'est des gens sous Artaud qui contrôlent l'armée, etc. Et que ce soit le palmier à huile ou d'autres cultures au Brésil, sur le soja, etc., en gros, c'est les mêmes dynamiques qui existent. Donc c'est tout à fait regrettable, ça nous fait mal, mais c'est une réalité sociale, et je dirais, ça n'est lié au palmier à huile que parce que la palmier à huile crée sans doute plus de richesse que d'autres cultures, donc il y a plus de sous. J'imagine que si on regardait les risques sociaux autour du commerce de la coca, eh ben ça serait important aussi parce que ça crée beaucoup de richesses et du coup il y a beaucoup de crimes pour moins organisés autour de ça. D'accord ? Et on ne nie pas du tout ces problèmes, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas bouffer de l'huile de palme. Enfin, il faut travailler pour résoudre, pour équilibrer ces pouvoirs, et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rejeter l'huile de palme, ou alors il faut juste arrêter de consommer globalement. Non, mais juste pour rajouter que le problème en fait de stigmatiser l'huile de palme, c'est que par conséquent on se dit si on arrête l'huile de palme, on résout les problèmes. En fait, pas du tout. Parce que ces problèmes-là sont structurants, et voilà, liés à l'accaparement des richesses et à des problèmes plus quelque part humains que agronomiques. Donc il faut faire attention à ne pas trouver de mauvais objets de malheur, parce que du coup on ne résout pas du tout le problème. Alors, je comprends, mais on peut aussi peut-être raisonner en relatif avec par exemple d'autres huiles et se dire s'il faut produire des huiles, même si le palmier à huile produit avec un très bon rendement, peut-être on pourrait basculer en partie sur d'autres huiles et avoir moins d'impacts sociaux et en moyenne réduire les inégalités. Du coup, non, le problème il est là justement, c'est que ça ne marche pas. Si, mettons que, alors déjà il y a huile et huile, c'est-à-dire que l'huile de palme, elle est d'abord consommée aussi localement, etc. Elle a des usages. Donc, mais mettons qu'on arrête tous de consommer tous les gras, etc., et qu'on ait besoin de moins d'huile. Ces pays-là, ils vont quand même utiliser leur terre pour produire de la richesse. Voilà. Et donc, ils prendront le prochain vecteur qui permet d'avoir autant de bénéfices et tout. Donc, les problématiques sociales derrière ne seront pas résolues. Il y a une autre manière de voir, c'est de dire, le palmier à huile produit de la richesse pour ces pays-là, c'est bien, point. C'est de dire, voilà, c'est quand même une culture qui produit beaucoup de richesse. C'est pour ça que tout le monde veut en faire, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et après, il faut donc c'est légitime qu'ils utilisent ça, quoi, voilà. L'avantage qu'ils ont, c'est que tout le monde ne peut pas en faire. Et tout le monde ne peut pas en faire. Géographiquement. Ouais. Et c'est ce qu'on fait tous, quoi. On utilise nos ressources en pays pour produire ce qui est compétitif, machin. Et après, il faut essayer de travailler, parce que cette culture-là, elle existe, et ce qu'on dit au CIRAD, que nous, au moins, on défend, après au CIRAD, on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein, évidemment, ce qu'on défend, c'est, voilà, cette culture, elle existe, donc on bosse dessus, et on essaie d'améliorer, de travailler sur ces sujets. En gros, une synthèse sur ces dilemmes sociétaux, c'est de dire, le bien, c'est que c'est un truc qui pourvoit des emplois, c'est bien, mais c'est dans des conditions de travail et de rémunération illégales, donc là-dessus, il faut y bosser, et on y bosse avec les Indonésiens, avec les Malaisiens, il y a plein d'ONG, de trucs comme ça. Je vais passer rapidement sur la présentation de Marcel Jamin, mais il a beaucoup travaillé sur la relation entre le développement du palmier à huile et l'émergence d'ONG qui défendent les droits de ces gens en Malaisie même, et qui deviennent des acteurs incontournables dans ce débat-là. Donc des opportunités intéressantes pour des petits planteurs, on en a déjà pas mal parlé, avec des opportunités évidemment illégales selon les lieux, inégales, pardon, illégales, selon les lieux et les populations, donc voilà, c'est ce dont on parlait un petit peu, et puis des industriels qui pallient un certain nombre de manques du gouvernement. Ça c'est ce qu'on trouve absolument partout dans les pays du Sud, c'est-à-dire que quand il y a une industrie puissante, en général ces industries, elles participent peu ou prou. Alors, il y en a qui font bien, il y en a quand vous avez une mine d'or à côté, vous avez un tout petit peu de richesse. Vous avez le village d'à côté qui est électrifié, tiens, c'est bizarre, le machin, etc.
Donc voilà, ça n'a pas été. Et en Amérique latine, on trouve ça aussi. Et puis, des rapports de force et d'opportunité, évidemment, qui sont inégaux. Parce que on est dans un monde qui est imparfait. Oui. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot corruption. Dans ces pays, la corruption est généralisée. Généralisée. On ne peut pas acheter quelque chose sans être obligé de la faire. Et nous aussi, Alors, c'est vrai qu'en Indonésie, alors, je pense que c'est complètement vrai. Moi, j'ai eu je suis lié pour des raisons familiales historiques au Costa Rica. Et Costa Rica, si je faisais un sondage, vous me direz, le Costa Rica, c'est bien, quoi. C'est un pays dans lequel il y a une société solide, etc. Il n'y a pas d'armée. J'ai causé avec un type qui installait des stations essence, qui bossait pour Total, ou je sais pas quoi, machin, qui était au Costa Rica, et qui venait d'Afrique, je ne sais plus de quel pays d'Afrique, et qui me disait, les bakshish qu'il faut payer au Costa Rica pour installer une station essence, c'est vraiment du même ordre de grandeur, c'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup plus machin, que ce que je payais dans le pays d'Afrique, je ne sais plus où j'étais, au Sénégal ou quoi, d'où je viens. Donc, je pense que la corruption, elle existe en Indonésie, elle existe en Malaisie. Nous, on vient d'affecter une collègue en Indonésie qui travaille là-bas dans une université. Moi, j'étais assez surpris par le côté... on a besoin d'avoir des permis compliqués. Il n'a absolument pas été question de bakshish dans tout ce processus. À aucun moment. C'était solide, c'était carré. Quand je me mettais à la place des institutions indonésiennes qui disaient « la recherche c'est nous qui la faisons, si vous venez, vous faites de l'enseignement et vous nous aidez à faire de la recherche », mais c'est comme ça, je me disais « ils sont droits dans leurs bottes, c'est bien ». Après, qu'il y ait dans tous ces pays, au Mexique, etc., de la corruption, il n'y a absolument aucun. C'est pas spécifique à l'huile de palme. C'est pas spécifique à l'huile de palme, je crois pas. Voilà. Alors là, on va parler sur un sujet, là je vais laisser de nouveau la parole. Usage et santé, ça c'est... Alors voilà, je vais laisser la parole rapidement. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ah oui, On n'est pas du tout spécialiste. Comment? Alors là, on a piqué des données à d'autres personnes encore. Bon, alors, on est en France du coup, et on regarde d'abord, donc c'est le même rapport, je vous ai parlé tout à l'heure des différents vecteurs de déforestation. Donc en France, 40% de l'huile de palme qui est importée, qu'elle soit brute ou raffinée, et les 2 tiers de ces 43% sont utilisés pour produire des biocarburants. Et en plus, on a 19% qui sont importés déjà sous forme de biocarburants. Donc la majeure partie de l'huile de palme utilisée en France est dans le secteur des biocarburants. Ensuite, on a 15% dans les savons, 6% dans la margarine, donc 7% tourte de palmiste, ça c'est pour l'élevage. Donc voilà. Et ensuite, des petits pourcents dans l'alimentation. Voilà, pour vous dire. Ça donne en France, finalement, l'huile de palme, c'est très peu. Nutella, finalement, c'est que c'est très peu dans l'alimentation. Quand vous arrêtez l'huile de palme dans le Nutella, si vous voulez vaincre la déforestation, c'est raté. Mais c'est pas que lié au Nutella, puisqu'on a vu que de toute façon, la déforestation continuerait. Et l'acide palmitique, acide dérivé, donc là, c'est des dérivés qui sont utilisés aussi dans l'agro-industrie. Vous pouvez redire ce que c'est les 43%? En fait, pardon, donc là, on a 100% de l'importation d'huile de palme, mais en fait, dans cette 100%, il y en a 43 qui est importé sous forme d'huile de palme. Donc soit brute, soit raffinée. Alors que tout le reste, c'est déjà incorporé dans des usages. Sauf les tourteaux, ça a mis par pot. Les tourteaux, c'est déjà un produit un peu... Et donc, dans ces 40%, les 2 tiers, c'est pour faire des biocarburants. Donc en fait, là, vous importez de l'huile de palme qui est déjà sous forme de biocarburant, donc dans des tanks de diesel. Là, vous importez l'huile de palme brute de Rotterdam et vous la transformez, donc c'est Total Energy qui transforme... Alors ça devrait diminuer beaucoup parce que Total a décidé d'arrêter l'huile de palme depuis 1 an. Voilà, donc il y a eu beaucoup à la MED, etc. Sachant que justement, ce qui devait être utilisé... problèmes à la MED, d'ailleurs, du chômage. Voilà, sachant que ce qui devait être utilisé à la MED, c'était des résidus d'huile de palme. Donc en fait, ils auraient utilisé l'huile de palme pour faire d'autres produits. Et les résidus, qui sont des PAFD, ils auraient été utilisés pour faire des biocarburants. Alors, donc ça, à partir de là, c'est les diapositives du professeur Philippe Legrand, et c'était la journée française des nutritions en 2016.
quand on parle de nutrition, ben, on parle d'air du temps en fait. Voilà, donc le Times en 1984 titrait aïe aïe aïe, le cholestérol, etc. Et puis en 2014, il disait manger du beurre. Les scientifiques ont dit que c'était l'ennemi, mais en fait, pourquoi? En fait, ils avaient tort. Voilà. Donc l'alimentation, c'est toujours un petit peu une question quand même de qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on est. Parce qu'on est pareil, le Times, c'est le sucre. Voilà, le sucre est l'ennemi. Alors qu'en fait, dans l'alimentation, ce qu'on compte, c'est l'équilibre. Alors je spoilie un petit peu le suspense, mais c'est quand même toujours un petit peu problématique de pointer du doigt un seul aliment. Là, vous avez l'ensemble des acides gras assez courants dans l'alimentation, avec en noir et rouge ce qu'on appelle les acides gras saturés. Donc C, c'est carbone, et en fait le chiffre, le nombre que vous avez ici, c'est le nombre de carbone dans la chaîne carbonée de votre acide gras. Quand il y a un 0, c'est qu'il est saturé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison double. Dès que vous avez un 1 ou un 2, c'est que c'est monoinsaturé ou polyinsaturé avec le numéro du carbone sur lequel vous avez la double liaison. Donc vous avez le lait, qui est donc un corps gras animal, et puis vous avez la palme et l'huile de coco. Et donc ce que vous avez en rouge, c'est l'acide palmitique, qui porte donc son nom, palmier, qui représente un tout petit peu moins de la moitié des acides gras qui sont dans l'huile de palme, sachant que l'huile de palmiste n'a pas du tout le même profil en termes d'acides gras. Et donc en bleu vous avez les monoinsaturés. Donc grosso modo dans l'huile de palme vous avez beaucoup de C16 d'acide palmitique et de cinutique, je crois que c'est linoléique, qui est donc en acide gras monoinsaturé. Donc déjà, l'huile de palme, on sait que le focus c'est sur les acides gras saturés, donc sur les 40%, parce qu'effectivement, on voit que dans le lait, on a aussi pas mal d'acides gras palmitiques, et que par contre dans le coco, on a du C12, mais qui est aussi un acide gras saturé, mais qui n'est pas un acide gras palmitique. Donc, quel est le problème avec les acides gras saturés? Puisque c'est le problème, soi-disant. Alors, juste avant d'aller aux conclusions, parce que j'ai vraiment pris que 3 diapos, pour revenir un petit peu à la consommation en huile de palme en France. Donc, vous voyez quelques chiffres. Donc c'est en kilogrammes par personne et par an. Donc au maximum, dans les années 2010, on était à environ 2. Et puis là maintenant, avec le boycott, etc., on est tombé à moins de 1. Bon là c'est des détails sur la quantité d'acides gras saturés, donc à peu près 45% de l'huile de palme qui est consommée. Donc on était à l'époque en 2010 à peu près 1,4. Donc 1,4 grammes par jour. Enfin bon, retenez qu'aujourd'hui on a 1 kg par personne et par an. 1 kg d'huile de palme. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant, que finalement on consomme d'un peu de produits par rapport à ce qui est importé. Donc c'est pas, voilà, même si vous avez, à moins que vous mangiez 3 kg de Nutella par jour, bien sûr. Donc ça représente une partie complètement négligeable de ce qu'on mange. Et pourtant, l'acide gras palmitique, c'est 20 à 30% de vos graisses, là dans votre corps. Donc en fait, l'acide gras palmitique, on le produit naturellement. C'est 25% des acides gras dans le lait maternel. En fait, c'est un acide qui permet qui contribue à tout ce qui est paroi cellulaire. Et c'est un acide gras qui permet de stocker aussi de l'énergie, en fait. Donc les acides gras dans le corps humain, les graisses, on le sait, ça permet de stocker l'énergie pour après fournir des calories en cas d'effort, etc. Donc en fait voilà, l'acide gras palmitique, ben non, c'est pas un danger en tant que tel, puisqu'on en produit naturellement, et c'est l'acide gras qui permet pour les bébés le développement neuronal. Donc c'est pour ça, il y a un projet, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais en Afrique notamment, il y a un peu une hérésie qui est d'importer de l'huile de palme d'Asie pour le mettre dans les laits maternels, parce qu'en Afrique, il y a des pénuries de lait maternel. Et en fait, pourquoi il y a de l'huile de palme? Parce que, effectivement, c'est pas cher, mais aussi parce que c'est naturellement produit par les femmes dans le lait maternel. Donc pourquoi ça serait un problème? En fait, c'est pas forcément un problème en tant que tel. Donc MCV, c'est pour les maladies cardiovasculaires. Et donc le professeur Legrand avait fait, ça date de 2016, une revue de la biblio, et en gros qui montrait les acides gras. Là on est sur les acides gras, le lien, est-ce qu'il y a des liens entre acides gras saturés, pas que palmitique, tout acide gras saturé, et les maladies cardiovasculaires? Il y a des études qui disent oui, il y a des études qui disent que c'est bénéfique,
des études qui disent que c'est toxique, néfaste, et puis des études qui disent en fait il n'y a pas d'effet significatif. Et grosso modo, toutes les méta-analyses, alors en date de 2016, moi c'est pas mon domaine, je n'ai pas refait de biblio depuis, mais bon, toutes les méta-analyses jusqu'à 2016 montraient pas d'effet significatif, et donc la phrase était de dire, bien qu'il faille, de manière un peu sage, réduire notre consommation de graisse globalement, parce qu'on a tendance à manger trop de gras dans les zones industrialisées, il n'y a aucune évidence qu'il y a un effet significatif entre les acides gras saturés et une association avec un risque de maladie cardiovasculaire supplémentaire. Donc CVD c'est pour maladie cardiovasculaire et CHD c'est pour les congenital heart defect. Donc en fait il n'y a pas de preuve scientifique qui atteste de manière sûre à 100% qu'il y a un effet direct. Alors ce qui se passe, c'est que quand on a une alimentation trop grasse et qu'on a globalement une alimentation déséquilibrée, on a plus de risques de maladie cardiovasculaire, mais ce n'est pas spécifique aux acides gras saturés. Et donc par rapport à l'huile de palme en particulier, alors un élément dont on n'a pas parlé, mais historiquement quand il y a eu le boom de l'huile de palme, ça ne venait pas de nulle part. C'est parce qu'en fait il avait été mis en évidence que les acides gras trans, qui sont des acides gras qui ont été donc des acides gras qui ne sont pas naturellement saturés et qui par processus agro-industriel étaient saturés. Parce qu'un acide gras saturé, il est stable. L'huile de palme, elle est beaucoup utilisée en agro-industrie parce que quand vous la chauffez, c'est stable. Et quand vous mangez du Nutella, ou quand vous mangez de la brioche, des croissants, il y a de l'huile de palme parce que en termes de processus agro-industriel et de préservation de la qualité du produit, le fait que ça soit pas rance, le fait que ça soit savoureux et pas sec, c'est lié aux acides gras saturés. Donc, avant, entre guillemets, le boom de l'huile de palme, les procédés industriels bombardaient leurs matières grasses d'hydrogène pour éclater les lésions doubles et faire des acides gras saturés. Et en fait, ce qui a été mis en évidence par les nutritionnistes dans les années 70-80, c'est que ça crée des acides gras trans, donc des configurations de molécules qui, elles, pour la peine, ont été prouvées comme cancérigènes. Donc depuis le boom du palmier à huile, on ne fait plus, normalement, on ne devrait plus faire trop d'hydrogénation. Et pour l'alimentation, ça se fait pour les carburants, mais c'est une autre histoire. Et donc, c'est parce qu'il y a eu cette mise en évidence de l'aspect cancérigène que les acides gras saturés, naturels, ont été adoptés par l'agro-industrie. C'est aussi pour ça que depuis qu'on a du boycott sur l'huile de palme, etc., c'est assez difficile pour les agro-industriels de remplacer l'huile de palme, parce qu'ils la remplacent forcément par des huiles qu'il faut hydrogéner avec des processus améliorés, garantissant qu'il n'y a pas d'acide gras trans. Enfin, c'est une longue histoire. Donc, ça c'était l'origine, donc il ne faut pas perdre de vue qu'au moins il n'y a pas d'acide gras trans, qu'il n'y a pas beaucoup d'huile de palme d'études qui soient spécifiques à l'huile de palme, mais que sur ces études-là, il n'y a pas non plus de risque de cardiovasculaire, sauf quand il y a éventuellement une forte cuisson. Bon, ce qui ne concerne pas l'Europe, mais peu importe, qui est la méta-analyse de 2014 a montré qu'il n'y avait pas d'effet sur les ratios de cholestérol, etc. Bref, en tant que telle, l'huile n'est pas toxique, et bon, mais c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais effectivement, Bruno l'a mentionné. L'huile de palme dite rouge, donc qui est produite de manière artisanale, donc elle reste rouge parce que les caroténoïdes ne sont pas détruits par le processus à haute température industrielle. C'est une huile qui est très riche en vitamines, etc. Et en Afrique, il n'y a pas de, ce qu'on appelle d'un point de vue épidémiologique, il n'y a pas plus de risque de maladie cardiovasculaire que dans les autres continents où on mange beaucoup moins d'huile de palme. Et bon, le mot de la fin, c'était qu'en termes nutritionnels, ce qu'il faut, c'est éviter de manger trop gras et que c'est une question d'équilibre des différentes sources de corps gras. Voilà sur la nutrition. Le dernier point, c'est sur la certification. J'en ai parlé très rapidement. Donc RSPO, c'est la table ronde, Round Table for Sustainable Palm Oil. Et donc c'est un schéma de certification, comme l'agriculture bio par exemple, on a un cahier des charges avec des principes et critères, etc. Et donc cette table ronde, elle a été créée en 2003 par le WWF, par Unilever et par des producteurs en Indonésie et en Malaisie. Et donc elle a été créée, justement c'était en 2003, donc c'était peu après les campagnes de Greenpeace avec justement le Finger, le KitKat, qui mettaient en exergue les dangers liés à l'huile de palme.
Elle a été créée par les acteurs du secteur pour s'organiser et mettre en place des cahiers de bonnes pratiques, des certifications, etc. Donc il y a, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails des principes, mais ce qui est important, c'est que depuis que ça a été créé, le cahier des charges, il a été déjà révisé 3 fois, il est révisé tous les 5 ans. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En 2003, et ça a été mis en œuvre dès 2004, par exemple, un des critères, c'était que la déforestation de forêts primaires était interdite pour la plantation de nouvelles palmeraies, avec une date de démarrage en 2005. Et depuis 2018, l'ouverture de nouvelles courbes est aussi interdite. Donc en fait, il y a des améliorations continues. Très rapidement, pour vous montrer depuis la création, enfin non, là c'est les années plus récentes, le nombre de planteurs qui sont certifiés en fonction des pays. Donc orange c'est l'Indonésie, vert c'est la Malaisie. Donc on est aujourd'hui aux alentours de, aux alentours de 4500, 4500, on est en quoi du coup? Je pense que c'est en acteurs, parce que je me rappelle qu'en 2017 c'était à peu près 3000. Donc c'est le nombre d'acteurs, avec prédominance des principaux producteurs. Ça représente, par rapport à la production d'huile de palme, ça représente une part assez négligeable, malheureusement. Donc on est aux alentours de 10%. 10% de l'huile de palme aujourd'hui est certifiée. Donc, RSPO, avec un logo, etc. Bon, je peux vous montrer les photos, mais on n'est pas rentré dans le détail. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'au départ, en 2009, on avait à peu près 70% de cette huile de palme qui était certifiée sous forme de crédit. Donc, c'est-à-dire que les acteurs, d'ailleurs n'importe qui, moi, vous, on pouvait payer un crédit pour promouvoir la certification de l'huile de palme. Ça existe aussi dans le domaine, par exemple, du papier et de la pâte à papier. Depuis les années 2017, on voit qu'il y a vraiment une transition qui a été nette. Les crédits ne représentent plus que 23%. Ça veut dire que le reste, c'est vraiment de la certification physique. C'est-à-dire que l'huile de palme, dans les 10% de l'huile de palme totale qui est certifiée, aujourd'hui, les 3/4, c'est de l'huile de palme qui est produite dans des plantations tissus, les pratiques, et qui est plus ou moins mélangée avec de l'huile de palme non certifiée. C'est ce qu'on voit ici. Donc ce qui est en orange, ça s'appelle Identity Preserved, donc c'est un petit peu la Rolls-Royce de la certification. C'est-à-dire que là, dans cette orange-là, c'est de l'huile de palme qui est produite selon le cahier des charges et qui n'est jamais mélangée avec de l'huile de palme non produite. Aujourd'hui, quand vous avez du bois certifié, il n'est jamais certifié à 100%, c'est toujours un pourcentage. Donc là, on a tendance à aller de plus en plus vers du traçable à 100%. Ce qui est rose ici, c'est le mass balance, donc c'est l'équivalent du bois. Vous avez 100%, vous avez 30% du bois qui est issu de là, il y a 30% de l'huile qui est issue de... Et pourquoi en fait on a finalement très peu, donc on voit qu'on a quand même un nombre croissant de producteurs qui sont engagés dans la démarche. On a aussi tout un tas d'acteurs associés, des ONG, etc. Malgré tout, on a très peu de ce qu'on appelle de uptake du marché, donc le marché ne suit pas. Voilà, le marché, aujourd'hui, malgré toutes les démarches, il n'y a personne en France, ou presque, qui veut acheter de l'huile certifiée. Donc il n'y a personne qui veut payer un peu plus cher pour avoir de l'huile certifiée. Donc en fait, il y a même une époque où il y avait à peu près la moitié seulement, et d'ailleurs je me demande si dans ces graphes c'est pas ça, il y a à peu près la moitié de l'huile de palme qui est payée comme certifiée, alors que, la moitié de l'huile de palme certifiée qui est effectivement payée comme certifiée. Le reste est payé au prix normal parce que les acheteurs ne veulent pas faire l'effort. Et l'excuse, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans la certification. Bon, depuis le début, depuis 2003, alors là c'est des chiffres, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était juste pour vous montrer qu'en fait il y a un fonds qui s'appelle le fonds RSSF, qui est donc le fonds, tous les gens qui payent leurs cotisations pour être certifiés, ou toutes les primes à l'achat, une partie va dans un fonds qui est dédié aux petits planteurs. Et donc, depuis la création de ce fonds, en 2013, il y a eu 2 600 000 $ qui ont été investis pour que les petits planteurs puissent se certifier. Donc ça veut dire pour pouvoir implémenter les bonnes pratiques,
Alors du coup, je n'ai pas détaillé les bonnes pratiques, donc pour en reparler, il y a les pesticides réglementés, etc. etc. Suite aux travaux qu'on a fait sur les gaz à effet de serre, c'est de dire oui. 2 millions sur quel chiffre d'affaires pour l'huile de palme? Ah ça, moi je ne suis pas économiste des milliards, oui. Ouais. Oui. Okay. Je ne sais pas combien la FNSEA redonne non plus aux petits producteurs dans le Larzac. Hein. Et là, c'est le bilan de gaz à effet de serre, donc ça rejoint une diapo que vous avez présentée précédemment. Et voilà, juste pour vous montrer que, et d'ailleurs les chiffres sont plus importants que ceux que je vous ai montrés, si vous aviez en tête. Voilà, ben, 5,2, c'est à peu près la moyenne. Là, c'est une plantation, hein, United Plantation, c'est un grand groupe. Et donc, ils ont publié leurs données en disant, voilà, dans les plantations qui ne sont pas certifiées, on est à peu près à 5. Certifiées, on est à 3. Et voilà, donc là, c'était l'huile de colza. Et ça, c'est le best management de United Plantation. Bon, voilà, pour vous montrer que du coup, aujourd'hui, on a des données chiffrées. Et derrière, c'est des méthodologies qui ont été validées par des scientifiques, notamment ce qu'on avait fait en 2013. Et donc, juste pour vous montrer, et il y a eu un papier qui a été aussi publié par une équipe danoise qui fait la comparaison entre certifiés et non certifiés. Et voilà, quantifié, on peut quantifier qu'il y a moins de gaz à effet de serre par tonne d'huile certifiée que non certifiée. Bon, alors pour conclure sur cet aspect de la durabilité, on a encore pas mal de... Voilà, beaucoup à faire sur à la fois de l'amélioration variétale, donc il y a eu beaucoup d'améliorations variétales, mais qui sont pas forcément encore qui prennent pas encore les nouvelles connaissances aussi en termes agroécologiques. Voilà, changer un peu le design de plantation, j'en avais parlé rapidement au début, pour permettre d'avoir une interculture, voire, Bruno en parlera, des systèmes carrément un peu agroforestiers. Et puis je pense que voilà, donc quel schéma de développement proposé aussi, on a vu que c'était, je vais parler de filières intégrées, il y a eu des programmes politiques, transmigratoires, etc. Aujourd'hui on a des phases de replantation, donc il y a des petits planteurs qui ont des opportunités pour avoir des plantations qui développent de manière plus indépendante, mais il faut quand même qu'il y ait derrière des services publics d'appui technique. Et puis on travaille aussi, mais tu en parleras peut-être sur des outils de diagnostic. Mais voilà, ça fait les voilà. dernières diapos. On est à midi, là, il faut conclure. Ouais. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Donc je voulais juste un petit peu dire ce qu'on fait sur le palmier à huile au CIRAD, et puis ensuite je terminerai par notre unité. Donc ce qu'on veut, on parle beaucoup, le CIRAD a fait vraiment le pari de la transition agroécologique sur tous les travaux qu'il mène. Donc on l'applique aussi au palmeraie, on voudrait réussir la transition agroécologique, donc on mène des recherches pour aider les acteurs à réussir cette transition agroécologique, donc vers des palmeraies plus durables qui participent à la restauration du paysage. On veut promouvoir l'évolution des filières avec plus de durabilité, donc ça veut dire aussi d'inclusivité, on a vu les problèmes sociaux, etc. Donc c'est un petit peu sur le même débat qu'on avait, la filière palmier à huile, elle existe, on ne peut pas cacher le soleil avec un doigt, donc voilà, on essaye de travailler dessus et on essaye d'aller dans cette direction-là. On veut créer et partager des connaissances pour concevoir des palmiers du futur, c'est aussi un des rôles de la recherche. On a déjà un certain nombre de variétés qui permettent de bien fonctionner, donc on essaye d'aider les pays là-dedans et favoriser évidemment le développement, alors ce qu'on a parlé, ce dont on a discuté un petit peu, le développement de la consommation d'huile rouge pour des systèmes alimentaires durables en Afrique. Voilà, ça c'est les grandes ambitions. Donc si vous allez sur le site du CIRAD, vous trouverez un endroit filière de palmier à huile, filière d'huile de palme, pardon, les recherches, il y a une feuille de route de palmier à huile. Et dans notre UMR, donc système agro-biodiversifié, on veut travailler sur produire des connaissances sur l'introduction d'arbres dans les palmeraies, donc en particulier en Malaisie, on a un projet, vous allez voir une photo juste après, dans lequel on se pose cette question pour générer, c'est pas simple d'introduire de la biodiversité dans une culture qui est aussi efficiente, parce que, mais voilà, il y a un grand projet là-dessus. On veut former les futurs managers de plantation au défi de la production durable, projet de talent en Asie du Sud-Est. Et il y a un sujet sur lequel on se met assez récemment, mais de manière assez importante, c'est le fait de... on vous a dit, il y a des
planteurs qui se sont installés. En gros, il y a eu un gros boom il y a 30 ans en Indonésie, un petit peu avant peut-être en Malaisie. Et ces planteurs, ils arrivent à un moment où ils ont été aidés à la plantation et maintenant il faut replanter. En gros, les palmiers, maintenant, ils sont trop grands, on n'arrive plus à les récolter, donc il faut replanter. Et nous, on se dit, il y a vraiment un enjeu fondamental à travailler là-dessus avec des petits planteurs. Parce que quand on est un petit planteur, qu'on est un peu lâché par les industries d'à côté qui ne veulent plus nous aider à replanter, ben, il faut que nous, on replante. Et replanter une plantation efficacement, ben, ça demande beaucoup d'investissement, quand beaucoup de machinerie. Quand vous avez 2 hectares, c'est pas facile de faire venir ces machines sur votre plantation, mais on se dit c'est absolument essentiel de les aider à replanter au même endroit, parce que sinon, ils ont vu le palmier à huile, ils ont vu que ça marchait bien, ils vont aller le faire pareil dans les forêts d'à côté. Donc on se dit, c'est pour la durabilité, on est en ce moment sur un moment clé. L'Indonésie se prépare à ça, ils ont des fonds pour aider les planteurs à replanter, qui fonctionnent relativement bien. Ils ont largement remonté, les niveaux de financement n'étaient pas suffisants, ils les ont doublés ou triplés récemment, etc. Donc on voit bien que ça commence à prendre, ça commence à fonctionner, c'est pas toujours simple. Et on a décidé de travailler là-dessus, en particulier sur le côté très technique et économique de ce sujet-là. Et ça, on le travaille justement avec cette collègue qui est partie en Indonésie. Et voilà, ça c'est deux images du projet que mène à l'arrivée le projet Trails en Indonésie. Donc c'est, pardon, en Malaisie, c'est à Sabah, justement, dans la province de Sabah. Donc il mélange des arbres forestiers dans des plantations de palmiers à huile, donc il y a plein de dispositifs expérimentaux avec différentes dispositions. Et ça c'est une de ces photos aussi dans lesquelles il y a un éléphant nain. Et l'idée de ça, c'est de créer de la biodiversité, voire des corridors qui permettent à ces espèces qui viennent de la forêt de continuer à utiliser, alors c'est évidemment pas vivre dans des palmeraies, mais au moins utiliser les palmeraies pour passer d'une forêt à une autre, ce qui est essentiel. Voilà, je crois que notre présentation termine ici. Vous avez sans doute